Alors bonsoir tout le monde. Ce soir nous vous présentons Eva Barouat-Cavell qui va ensuite détailler et préciser mieux son parcours. Donc je présenterai pour commencer un petit cas d'étude. C'est le format de notre séminaire. Donc l'introduction porte comme titre Eva Barouat-Cavell, les commissariats comme format de recherche. En effet, Eva Barouat-Cavell est une commissaire d'exposition qui développe en parallèle une pratique des chercheuses et qui revendique en effet cette double approche à la fois critique, théorique et pratique à l'origine des projets qu'elle mène aussi bien en lien avec des institutions qu'en indépendante. Donc elle a été à l'origine d'une série d'expositions et aussi d'une série d'événements qui prennent plus la forme de tables rondes ou des laboratoires de recherche où elle met en discussion le fruit de ces recherches plus largement théoriques. Donc c'est à la fois par une approche théorique et pratique qu'elle investit d'une série de thèmes qui sont décidément centrales dans sa démarche et qu'on pourrait lister rapidement: des études postcoloniales, des approches géopolitiques, l'investigation des enjeux et des récits de la représentation du corps féminin exotique et aussi la réception occidentale d'un art non occidental, notamment africain. Ce sont notamment les thèmes qui sont au centre de la présente introduction, qui portent sur un texte qui a été rédigé au début pour un article pour la revue Africada, qui a été ensuite présenté à l'occasion d'un colloque à la Villa Medici de Rome, relecture postcoloniale, et donc la communication portait comme titre « N'êtes-vous donc pas jolie, dévoilez-vous, images et usages contemporains du voile chez les femmes artistes du Maghreb et de la diaspora ». Donc, comme son titre l'indique, cette étude portait effectivement sur une analyse de l'usage qu'une série d'artistes du Petit Maghreb ont fait, des artistes notamment qui font partie d'une scène qui a commencé à émerger, du moins en Occident, au cours des années 1990. Donc l'article porte au début sur un approfondissement de la scène africaine, de la scène artistique africaine telle qu'on la connaissait avant les années 1990, une scène qui en France est étroitement liée à une exposition qui a fait époque et qui est restée mythique, donc les Magiciens de la Terre, l'exposition qui s'est déroulée du 18 mai au 14 août 1989, qui avait parmi ses commissaires Jean-Aubert Martin, et qui en effet présentait une série de scènes non occidentales, y compris africaines. Or, le panorama de l'art africain qui était présenté dans cette exposition pouvait être classé dans deux grandes catégories. On avait d'une part des artistes dont la pratique s'est reliée à des traditions régionales et artisanales. Senia Wap était potière, Esther Malangou était formée à la peinture traditionnelle des BLE, c'est ça, et donc la lecture des œuvres était donc liée à un certain primitivisme, ou en tout cas à une approche de type ethnographique, et des artistes politisés ou politiques afro-américains dont la recherche s'inscrivait au sein d'un mouvement de revendication des droits des Noirs aux États-Unis. Donc il y avait ces deux grandes catégories. Il fallait aussi mettre en avant le fait qu'à l'époque, l'art africain, on était parti la chercher à l'occasion de véritables expéditions que les commissaires avaient effectuées dans les différents lieux de la Terre. Donc ils avaient voyagé dans pas mal de temps, et c'est un témoignage qu'André Magnin écrit dans l'article Une vie à rechercher. À l'époque, cette exposition avait suscité un énorme enthousiasme, et d'ailleurs, il continue de le faire. Il y a même pas un an, on a vu une réactivation de l'histoire des Magiciens de la Terre, parce qu'elle était effectivement intervenue à un moment où l'art contemporain commençait à s'ouvrir vers un panorama non occidental, et donc commençait à prendre une dimension soi-disant mondialisée. Donc là, les doutes que Eva Barouat-Cavell essaie de vérifier, ou en tout cas l'hypothèse qu'elle essaie de prendre en compte, c'est le fait qu'avec le temps, cet enthousiasme est aussi laissé la place en partie à une série de doutes par rapport à la capacité de l'Occident de s'ouvrir effectivement à des scènes non occidentales. Elle cite notamment un texte de Thomas Makivile, qui avait contribué au catalogue à l'époque de l'exposition, qui est écrit en 1999. Il redoute les visiteurs, les publics, les acteurs de l'art contemporain dont il a parlé précédemment, les chaos géoculturels qui s'ensuivra si les jugements des valeurs apparaissaient comme relatifs. Donc l'hypothèse qui s'introduit en filigrane étant que la modernité, la mondialisation de l'art qui s'est développée au début des années 1990 puisse être lue en partie aussi comme un échec de l'Occident, une incapacité partielle d'accueillir vraiment et de faire de la place à l'autre, donc une ouverture qui soit en quelque sorte falsifiée ou en tout cas restreinte par rapport aux enthousiasmes de l'époque. Est-ce que c'est bien cela? Oui et non. Une première, déjà, par rapport au cadre dans lequel je me plaçais temporel, quand je dis des années 90 et Magicien de la Terre comme début ici, qui est le début un peu fondateur, même si j'aime pas considérer que c'est le début de cette histoire. En France, ça a été lu comme ça. Et en termes de contenu, en fait, j'essayais de retracer ce qui avait
eu avant comme représentation notamment de la femme, ou comme artiste femme. C'est ça. Et du coup, par rapport à l'art africain-américain, c'est pas dans Magicien de la Terre, c'est deux choses distinctes. On avait une production qui commençait à être très bien connue en France par exemple, ou en Europe, d'artistes africaines-américaines, et on a eu Magicien de la Terre. Et c'est un peu deux tendances qui donnaient lieu à ce que des artistes femmes soient mises en valeur, travaillent autour de leur corps. Voilà. C'est deux choses distinctes. Après par rapport à Makélélé, juste, j'aime beaucoup ce qu'il écrit, mais je l'utilise pour vraiment partir de ce postulat qu'aujourd'hui on est dans un échec de l'idéal de l'exposition postmoderne. L'exposition postmoderne qui serait cette exposition ouverte sur le monde, qui est, pour en parler beaucoup plus trivialement, toutes ces expositions que les institutions aujourd'hui européennes, occidentales, se doivent d'avoir dans leur programme, qui sont des expositions sur les artistes africains, les artistes aussi, les artistes, etc. C'est-à-dire ramener de l'étranger, de l'exotique, du racisé dans l'institution occidentale. Et ça, c'est quelque chose qui paraît aujourd'hui une évidence et donc pourrait sembler une réussite. Et ce que j'aime chez Makélélé, c'est qu'il est un des rares à présenter comme au contraire un échec, qui donne lieu en fait à des attitudes impérialistes qui sont un petit peu plus difficiles à distinguer qu'évidemment des attitudes de consentement, historiquement qui ont été très violentes, mais qui sont d'une autre manière violentes et radicales également. Je reviendrai là-dessus, mais c'est ça l'idée. Donc effectivement, la scène, le cas sur lequel Eva Baroat-Cavel s'épanche dans l'analyse de la pratique du voile, porte sur des artistes femmes qui sont originaires du Petit Maghreb et dont l'œuvre a émergé comme scène artistique, a été reconnue en tant que telle à partir des années 1990. Donc c'est des artistes plus jeunes, c'est des artistes qui rentrent dans un circuit de l'art soi-disant mondialisé, c'est des artistes qui souvent sont nés à l'étranger ou en tout cas ont fait des études à l'étranger, qui parfois habitent et continuent à habiter à l'étranger et qui en tout cas sont représentés par des galeries internationales, exposées par des institutions internationales et qui font l'objet aussi d'une médiatisation largement internationale et en quelque sorte délocalisée, ou en tout cas sur plusieurs pays différents, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Donc l'hypothèse de fond qu'on essaie de vérifier à partir d'une série de cas d'études d'artistes qui utilisent le voile comme objet plastique d'intervention dans leur démarche est en effet qu'un grand nombre d'artistes non occidentaux puissent vivre et travailler en ayant intériorisé dans leurs œuvres des mécanismes de consentement douces en quelque sorte, à des discours simplificateurs instrumentalisants. Donc on est d'une fois dans l'observation de la production de l'œuvre et aussi de la réception, donc de la théorie des attentes en quelque sorte. Comment ces œuvres sont lues et sont reçues par la critique, comment elles sont résorbées aussi dans un discours qui les fait rentrer à part entière dans la scène de l'art contemporain. Donc cette hypothèse, elle est conduite à travers une série d'études de cas, dont d'œuvres qui portent sur l'utilisation plastique du voile. J'en mentionne une petite partie, il y en a beaucoup plus dans l'intervention originaire d'Eva. Lala Essaidi, par exemple, l'œuvre Converging Territories. Lala Essaidi étant une artiste qui est née en 1956 au Maroc, qui a étudié l'art en Arabie Saoudite, en France, aux États-Unis, qui est actuellement représentée par 4 galeries à New York, à Zurich, à Boston et à Marrakech, et qui vit entre New York et Marrakech. Donc c'est un très bon cas de ces artistes qui sont effectivement fils d'une sorte de diaspora, ou qui en tout cas continuent à se déplacer aussi bien pour leur pratique que dans leur vie quotidienne. L'œuvre en question, Converging Territories, est représentative d'une large partie de l'œuvre de Lala Essaidi, qui travaille souvent en photographie, par du portrait ou d'autoportrait, des femmes voilées ou pas voilées, auxquelles elle superpose des écritures en calligraphie koufique, où on peut lire des phrases comme « suis-je indépendant ou non ?» donc des phrases en quelque sorte qui se veulent des mots libérateurs. Il faut donc prendre en compte que souvent ces œuvres sont revendiquées par leurs auteurs comme des manifestes, donc comme des interventions largement politiques. Donc la dimension d'émancipation étant très présente dans leur discours, ou en tout cas dans les discours de la réception de leurs œuvres. Je me corrige si je dis quelque chose qui ne va pas. Un autre exemple possible, c'est Zulika Bouabdelka, les rouges et les noirs. Encore une fois, sans rentrer dans les détails de sa vie, il s'agit d'une artiste qui a étudié à l'étranger, qui est née aussi à Moscou. Dans cette œuvre, elle confronte notamment le voile avec un vêtement symbolique du dénudement, en présentant en quelque sorte comme un fermement le voile. Il y a en filigrane cette lecture du voile opposé à un habillement associé à une tradition vestimentaire complètement autre. Et ensuite, un autre exemple possible, Meriem Bouderbala, de différentes séries, Étoffe coutanée de 2009 et Bédouine de 2008. Encore une fois, on est dans une pratique où le voile est rendu transparent, ou en tout cas est mis en relation avec une image des libérations et du dénudement.
Donc on remarque en effet dans ces différents artistes, il y en a beaucoup d'autres qui sont listés, une iconographie qui se dessine, des points communs entre ces différentes œuvres, l'utilisation fréquente du portrait ou d'autoportrait, la mise en scène du corps, l'utilisation fréquente du textile, de la matière textile, et les voiles qui agissent par différentes opérations et manipulations en plastique pour produire métaphoriquement ou physiquement du dévoilement. Inséré dans une lecture soi-disant politique, qui est souvent revendiquée par les artistes eux-mêmes, le dévoilement de la femme c'est lié à une image d'émancipation. Donc ça crée une iconographie où l'intervention plastique agit comme pouvoir émancipateur actif par rapport à une série d'entités oppressantes qui vont du masculin jusqu'au pouvoir religieux, jusqu'aussi au pouvoir politique de la colonisation. Donc Eva, en quelque sorte, met l'accent par un discours qui est beaucoup plus complexe et que je simplifie cruellement, sur la composante de mise en scène ou un spectacle d'une tradition culturelle existante, mais que souvent ces artistes n'ont pas eu l'occasion de voir et qui ne font pas partie effectivement de leur vie et de leur formation. Donc elle se demande effectivement, et elle met en avant pourquoi ces artistes s'intéressent autant au voile, ou en tout cas en font un usage qui est souvent aussi orienté en termes de lecture. Elle se demande notamment si cette utilisation du voile associée à une lecture politique, au sens unique du geste de dévoilement comme acte émancipateur, ne puisse pas être lu comme les fruits de l'enterrement d'une pression occidentale qui pourrait peser sur ces artistes, s'exerçant à la fois du côté de la production et de la réception critique de leurs œuvres, ou en tout cas de la lecture qu'on a tendance à faire assez rapidement de la présentation de ces œuvres. Pour essayer de conduire plus loin cette hypothèse, elle s'épanche sur les similitudes, sans instituer bien évidemment un lien génétique entre les deux, mais sur les similitudes même formelles qu'il y a entre ces gestes de dévoilement et une pratique qui était récurrente pendant l'Algérie colonisée, à savoir les cérémonies de dévoilement qui étaient organisées souvent par les pouvoirs colonisateurs au sein de l'Algérie. Notamment, on cite l'exemple d'une tournée qui est du 18 au 28 mai 1958, touche plusieurs villes, Léandville jusqu'à Constantine, Tizi Ouzou et Biskra. On décrit donc, c'est Neil McMaster qui dans Burning the Veil décrit comment s'est déroulée souvent ces manifestations. Des groupes de femmes voilées marchaient en parade jusqu'au lieu traditionnellement dédié aux cérémonies officielles, place centrale, hôtel des villes, monument aux morts. À l'arrivée, une délégation de jeunes femmes habillées à l'européenne ou portant les haïks, voile traditionnel algérien, partageaient l'estrade ou les balcons avec les généraux et les dignitaires présents, bouquets à la main, et délivraient des longs discours en faveur de l'émancipation des femmes avant de lancer leur voile à la foule. Donc l'objectif étant évidemment d'imputer à l'homme arabe la culpabilité du sort désastreux de la femme indigène et d'éprouver par là les droits aussi du colon à intervenir dans la sphère privée du colonisé. Donc on procède dans l'analyse qui en fait Frantz Fanon dans l'Algérie se dévoile. L'administration dominante, en l'occurrence l'administration française en Algérie, veut défendre solennellement la femme humiliée, mise à l'écart, cloîtrée. Convertir la femme, la gagner aux valeurs étrangères, l'arracher à son statut, c'est à la fois conquérir un pouvoir réel sur l'homme et posséder les moyens pratiques, efficaces, de déstructurer la culture algérienne. Les forces occupantes, important sur le voile de la femme algérienne le maximum de leur action psychologique, devaient évidemment récolter quelques résultats. Ça et là, il arrive donc que l'on sauve une femme qui symboliquement est dévoilée. Or, ces cérémonies faisaient souvent l'objet d'une promotion aussi très large, départ des affiches, départ effectivement des véritables campagnes publicitaires. Il s'avère que souvent, ces cérémonies n'étaient pas véritablement spontanées. D'une part, elles étaient impulsées par des sociétés qui étaient largement conduites par des femmes des généraux, en tout cas par des femmes françaises, par des Françaises qui étaient là en tant qu'expatriées. Là aussi, on a des témoignages. Il y a Félix Bodjo et je lis très mal, sinon Evangé P. et Stella Maliani Belkacem, les féministes blanches et l'Empire 2012, qui citent l'UFSF, Union française pour le suffrage des femmes, multiplia les campagnes dénonçant la situation servile des femmes musulmanes et particulièrement le port du voile. Or, les associations qui étaient les plus actives, deux des associations les plus actives dans l'organisation de ces campagnes, étaient d'une part les mouvements de solidarité féminine présidés par Madame Salan, et d'autre part le comité central d'action sociale et de solidarité féminine créé par Madame Massu. Les deux épouses de généraux qui étaient effectivement sur place en France avec une position politique très précise. Donc, impulsées par l'Occident, ces cérémonies n'étaient donc pas toujours complètement spontanées. On cite par exemple le cas de Madame Monique, de la jeune Monique Méziane, qui était fille d'un notable, qui avait notamment une femme à Constantine qui est devenue l'un des centres de torture les plus cruels, je dirais aussi, de l'Algérie de l'époque.
qui avait été contrainte de participer à cette cérémonie de dévoilement sous menace que son frère soit torturé si elle ne le faisait pas. Et donc, elle avait fait l'objet, étant évidemment une notable, d'une campagne promotionnelle très forte, dont une dépêche du Constantine du 27 mai 1958, où on proclame une jeune musulmane, mademoiselle Améziane, fille de Bachaga, vient d'ôter spontanément son voile et invite toute femme arabe à suivre son exemple. Or, cette fille n'avait jamais porté le voile auparavant, donc effectivement, il y a une partie, en quelque sorte, de mise en spectacle, ou d'instrumentalisation, en tout cas, du discours qui est associé à ces cérémonies, dans lesquelles on peut individuer des sortes de parallèles, qui ne sont pas des parallèles génétiques, mais en tout cas une problématique commune qui se dessine entre ces cas contemporains et ces cas anciens. On cite encore une fois les auteurs de Les féministes blanches et l'Empire, où on affirme les analogies ne manquent pas entre ce moment colonial et la situation contemporaine, compte tenu de la mise en avant des femmes indigènes à la solde du pouvoir colonial. Donc la question qu'on peut se poser lorsqu'on voit des œuvres comme Alida Bourriette, Dévoilez-vous de 2012, qui reprend donc le même type de slogans promotionnels de l'époque des cérémonies de dévoilement, ou encore des cas comme celui de Machida Katari, les Ouri et Voilé, Dévoilé, Série, c'est si on ne peut pas redouter de deux mécanismes parallèles qui s'effectuent dès qu'un objet d'art maghrébin, ou en tout cas non occidental, est présenté. D'une part, une sorte de pression douce qui pourrait s'exercer sur leurs artistes, afin que leur œuvre soit recevable en Occident et réponde en quelque sorte aux attentes d'un public occidental, et d'autre part, une pression vers une lecture qui tend à simplifier leur action et en quelque sorte à politiser aussi leur action dans un sens univoque qui met les artistes dans la position de dénonciation par rapport à dans une approche du type pratiquement ethnologique, ou en tout cas qui prolonge une posture de type ethnologique. Donc la question étant ici pas tant de la légitimité de ces artistes à traiter des questions qui sont spécifiques à l'ère géographique dont elles sont issues, mais plutôt celle de l'intériorisation d'un discours ethnocentrique dans les méthodes mises en œuvre pour traiter de ces questions spécifiques. Des méthodes ethnographiques qui pourraient se situer aussi bien du côté de la production et de la réception. Ça, c'est une considération personnelle, mais je pense que c'est très difficile aussi d'individuer quelle est la source de ce type de simplification, qui en tout cas est souvent un acte dès qu'on présente des objets de la sorte. Donc les considérations qui en découlent et qui en quelque sorte peuvent influencer aussi la pratique du commissariat vont de la prise en compte de la sélection des œuvres jusqu'aux modalités de la présentation de ces œuvres pour essayer de créer un véritable espace d'altérité. Donc ce type de réflexion peut trouver des applications au sein des différents supports, notamment dans la pratique d'Eva Barod-Cavell, et l'ont débouché sur des prises de position assez précises à l'occasion d'expositions sur lesquelles elle a travaillé. Donc, à l'occasion des Body Talk, Feminine, Sexuality and the Body. Est-ce qu'on peut faire une pause tout de suite sur ce que tu viens d'expliquer? Parce que, en fait, tu as présenté le travail là sur le voile, mais un peu dans l'ordre inverse de comment je vois les choses. Donc, comme je l'expliquais, comme je l'expliquais tout à l'heure, j'essaye simplement d'introduire dans le champ de l'histoire de l'art et dans la pratique du commissariat des questions qui sont déjà traitées dans d'autres domaines, par exemple sociologie ou les études politiques, sur un certain nombre de sujets, et de voir comment on peut aussi ramener et appliquer ces sujets au champ culturel et à l'iconographie présente dans l'art contemporain aujourd'hui. Donc le voile, c'est un peu en quelque sorte un exemple ou un sujet non pas anecdotique, parce que je ne considère pas du tout que ce soit anecdotique, mais un exemple parmi tant d'autres sujets d'essayer d'appliquer ce processus. Par exemple, sur ces questions de l'iconographie du voile et de ce que représente le voile aujourd'hui pour les sociétés occidentales, c'est un travail qui est fait par des gens comme Mona Chollet, par des gens comme Félix Estella. En effet, les féministes blanches et l'Empire, la paru à la Fabrique, qui est un livre très intéressant sur ce sujet-là. C'est un travail qui est fait dans un certain champ politique, parce qu'on est aujourd'hui en France, globalement en Europe et en Occident, confronté à des politiques sur ces questions du voile, etc., qui posent problème à un certain nombre de gens. Donc c'est un exemple. Alors des gens le font ensuite d'essayer de ramener ça dans l'art contemporain. Dominique Malaquet le fait aussi, voilà, d'autres personnes. Mais j'ai essayé de faire ce travail en choisissant un corpus donc qui était un petit peu restreint, qui avait pour critère principal le critère économique, c'est-à-dire que c'est des artistes qui vendent leurs œuvres, qui sont dans un marché. C'est pas les qualités esthétiques de ces œuvres, c'est pas si on considère que c'est des grands artistes dans les institutions, c'est pas à quel point. Donc j'ai regardé en premier le critère économique, j'ai regardé en effet aussi leur représentativité dans des institutions réputées. Lala Essadi a eu une grosse expo à Boston il y a quelques années, etc. Donc c'était mes critères principaux. Et après j'ai essayé de voir ce
qui pouvait lier en effet ces personnes, quel était leur parcours de vie, etc., etc. Et évidemment aussi l'autre chose, c'est qu'en effet, je considère pas qu'on puisse savoir ou qu'on ait même apporté un jugement sur quelle est l'intention de l'artiste quand il réalise son œuvre. Là, c'était d'ailleurs assez flagrant. On a des œuvres comme celle de Halida Bougriette qui sont des critiques même, en effet, du discours sur le voile. C'est quelqu'un qui a lu les livres dont je vous parle, qui considère qu'elle fait une critique de ça. Seulement, moi, je m'intéresse à la réception. Et qui est une chose, voilà, ce que tu as dit, qui est une chose qui n'est pas forcément aussi non plus l'objet le plus pris comme objet d'étude dans l'histoire de l'art actuel et l'histoire de l'art contemporain, qui pourtant est très déterminant de comment ensuite on reçoit les images et de quelles vont être les images produites. Il se trouve qu'en ayant voyagé au Maghreb, etc., dans les écoles d'art, les jeunes filles font des œuvres sur le dévoilement. Pourquoi elles portent pas le voile, etc. Comment, etc. Parce que c'est ce qui se vend, ce qui se fait, etc. Donc je me suis juste, c'est vraiment partie de mon expérience. Je me suis dit tiens, voilà un sujet comme tant d'autres que j'ai trouvé sur lequel je vois reproduit des mécanismes qui sont étudiés en sociologie, qui sont étudiés en histoire politique, que je peux essayer de faire rentrer dans le champ du commissariat à l'histoire de l'art et de les utiliser comme objet d'étude. Alors à partir de là, voilà, il y a ce corpus et il y a ces femmes qui peuvent avoir un discours critique, mais au final, les images sont des images du dévoilement. Sont des images du dévoilement parce que même quand les femmes sont voilées chez Lala Essaidi, le texte dit suis-je indépendante, même si voilà, ou alors il y a de la nudité. Alors les techniques sont différentes, hein, le voile est découpé, le voile est transparent, le voile, mais dans tous les cas, l'idée derrière c'est le dévoilement. Et le problème c'est que ces images aussi, elles sont exploitées ensuite de façon médiatique, elles sont exploitées comme illustration presse pour des articles qui n'ont rien à voir. Elles sont parlées, elles sont lues et elles sont aussi la réception et surtout quasiment uniquement occidentale. Par exemple, je pense pas que ce soit quelque chose qu'on doive trouver dur, mais prenons Shirin Neshat, qui est une rockstar de l'art contemporain, qui a vraiment fait sa carrière sur ce discours sur le voile. Elle n'est pas du tout aimée par les milieux artistiques iraniens. Je pense pas que c'est parce que tous les Iraniens sont des idiots. Donc voilà, j'essaie aussi de m'intéresser à ce genre de choses. Quelles étaient les réceptions, d'où venaient les réceptions et quels étaient les discours dominants et comment est lu son travail sur le voile. Il est toujours lu de façon extrêmement naïve, extrêmement réduite. Et quand je dis que c'est important aussi ce qui se passe dans le champ de l'art contemporain pour ça et pourquoi on doit être aussi lié au travail qui se fait dans les champs politiques, c'est que par exemple, je prends un exemple tout récent, la semaine dernière est sorti le dernier calendrier Pirelli. Ils ont enfin compris que ça allait être moins vendeur de mettre des femmes nues en string, donc ils ont fait appel à Annie Leibovitz qui a fait une sélection de femmes qui aujourd'hui sont censées être les femmes, voilà, la femme monde, les femmes de pouvoir. Dans cette sélection, il y avait Shirin Neshat, semi-dévoilée. Donc ce que je veux dire, c'est que ça rentre ensuite dans nos quotidiens aussi, ce qui se passe dans la culture et dans l'art, sur des discours, voilà, représentant une femme qui porte des valeurs de libération occidentale, voilà, femme arabe qui a fait tomber son voile, etc. Elle est dans le calendrier Pirelli pour ça. Donc ça me semble tout aussi important. Ce qui est intéressant, que ça aplatit effectivement un parti. Voilà. Et ce qui est, alors après, au-delà de ce qu'on en pense politiquement ou non, de faut-il le voile, etc., etc. Ce qui en tout cas est important, c'est que le discours est toujours le même. Voilà, le voile est forcément une prison, une chose négative, et il est pris avec aucune subtilité, et surtout généralement un manque, voilà, de recherche minimum sur ce qu'il peut représenter, sur quel est le type de voile. Donc les représentations participent de ça. Voilà. Alors avant tout, pas justement contre les artistes ou critique ces artistes que je connais pour la plupart, avec lesquels je dialogue et qui considèrent qu'elles font ça aussi parce que il y a une sorte de vide aussi de réflexion là-dessus, que c'est ce que veulent les institutions, que c'est bien reçu, que ça se vend, etc., etc., etc. Ce qui est un problème. Donc c'est plutôt une question adressée au commissariat, à la réception. J'ai peu de collègues qui travaillent sur ça, et je trouve aussi, et ça paraît un peu violent à dire, mais que le fait que les institutions occidentales soient prêtes à recevoir des œuvres à partir du moment où elles sont exotiques, avec des critères même esthétiques qui sont d'un moindre niveau que pour un artiste occidental, c'est du racisme. Bah oui, à partir du moment où on prend les œuvres, parce que c'est très bien des voiles, ça fera bien sur les 6 mai, on va prendre des femmes nues africaines, c'est très bien, c'est vendeur, et qu'on n'exige pas plus, qu'on n'exige pas la même chose que ce qu'on exige d'un artiste danois ou je ne sais quoi, c'est du racisme. Donc c'est aussi, même en termes de pratique et de sélection et de ce que demandent aujourd'hui les institutions à des jeunes commissaires comme moi qui travaillent sur le postcolonial ou qui sont censés amener leur part d'exotique dans l'institution occidentale parce qu'on est parfait pour faire le point, parce que je suis noire mais je suis une occidentale, etc., qu'on est parfait pour faire le bon, on nous demande ça et on nous demande un niveau critique extrêmement bas dès qu'on est sur ces questions-là. Donc c'était aussi un petit peu l'idée à travers ces petits exemples du... Quand je dis petit exemple, c'est que c'est voilà, un cas d'étude, un cas
Donc effectivement, la conclusion de ces genres de réflexion, c'est que ça se répercute dans les pratiques du commissariat. Donc cette exposition n'a pas été portée en priorité par Eva, qui par contre a contribué dans les catalogues avec un texte relativement polémique, ou en tout cas qui met en exergue les fissures qui peuvent s'introduire dans une exposition qui porte sur la représentation du corps féminin des femmes africaines. Donc la question qui structure le texte, c'est vraiment, il m'importe de commencer par analyser la présence des œuvres dans les rapports qui existent entre leur auteur et les lieux où elles sont montrées, en supposant que le fait de prendre ces œuvres et de les exposer dans des institutions occidentales produit des discours qui méritent d'être analysés au même titre que les œuvres mêmes. Et c'est effectivement un point qui nourrit la pratique des commissariats même d'Eva, qui ensuite va en parler, mais qui l'a porté par exemple à Dakar, a décidé de ne pas présenter des œuvres d'Hutu au sein d'une exposition, de présenter des documents de recherche, ou en tout cas d'introduire une phase de médiation qui anticipait. Oui, c'est ça, les œuvres arrivaient après une phase de médiation qui s'était rendue nécessaire à partir du moment où on s'était rendu compte que faire une exposition sur les pratiques sexuelles des personnes du même sexe ne revenait pas à faire une exposition sur l'homosexualité, donc sur un terme qui est lourdement chargé d'une signification, d'une connotation occidentale. Donc le refus d'utiliser les mots, ou en tout cas de mettre en avant quelles sont les implications de l'utilisation d'un mot, les implications socioculturelles, ça fait partie d'une démarche qui a des conséquences à niveau de commissariat, à niveau donc quotidien. Donc au sein de cette exposition au VILS, la question qui s'est posée, je cite du texte Eva, les œuvres africaines créées dans un contexte de mondialisation ont un choix à faire, soit se reconnaître comme étant elles-mêmes intégrées à une histoire de l'art et à des formes de discours mondialisés qui l'emportent sur des postures identitaires, soit se positionner comme autant d'outils réflexifs sur des cultures spécifiques, proposant dès lors un discours lié aux origines et à l'histoire de leurs auteurs, comme c'est le cas s'agissant de la plupart des œuvres de Body Talk. Donc le fait que ces œuvres puissent à la fois être des œuvres, mais qu'elles soient nécessairement portées aussi à se confronter avec une dynamique de réception qui a tendance à les faire glisser, ou en tout cas à les rendre résorbables à l'intérieur d'un discours. Des catégories qui ne sont pas, en tout cas, originaires de leur pratique, ou pas forcément, pas nécessairement. Donc, effectivement, je lui laisse la parole, parce que ce type de réflexion critique donne ensuite des fruits dans l'espace, donc dans des véritables projets du commissariat dont elle va parler. Pour parler de cette exposition, pareil, très honnêtement, je travaille pour un centre d'art à Dakar au Sénégal qui s'appelle Raw Material Company, et Raw a été invité par le VILS à commissarier une expo. Donc, je suis la commissaire assistante de ce lieu, donc je travaille avec la directrice et fondatrice du lieu sur toutes les expositions étroitement. Donc je suis pas responsable de cette exposition, je n'ai pas choisi les artistes, etc. Parce que dire que ce sera la conclusion de mes recherches, du coup, n'est pas du tout exact. J'ai pas, non, mais pour que ce soit juste très clair. Et j'ai écrit un texte dans le catalogue, en effet, pour lequel j'avais une certaine liberté, puisque c'est le texte de même du catalogue, donc il est évidemment fait aussi, ça fait partie de mon métier pour être élogieux envers l'exposition. Par ailleurs, j'ai pu dans ce texte introduire un certain nombre de mes recherches et soulever des questions sur l'exposition, et même des critiques d'une façon subtile et édulcorée, mais j'ai pu le faire. Donc c'est un texte qui reprend ces réflexions qu'on a brièvement évoquées là sur l'échec de l'exposition postmoderne et ouverte au monde, et qui interroge un petit peu ce que représente dans le cas là d'exposer des artistes africaines en Belgique, qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire, pourquoi l'institution avait voulu ça, et comment les artistes réagissaient aussi à cette invitation, etc. Donc c'est un texte sur ça, mais qui est ce qui est intéressant juste, c'est que c'est un assez bon exemple de comment les choses peuvent se produire. La recherche que je mène sur ça, c'est quelque chose que je mène personnellement. Je n'exerce pas dans un cadre de recherche, je suis pas doctorante, etc. Et après, ça prend des formes quand j'ai des occasions de travail professionnel. Donc la première occurrence de cette réflexion sur le voile, c'était un article qui est paru dans Africada il y a 2 ans, 3 ans. Ensuite, j'en ai fait une deuxième version qui évoluait en même temps que si ma pensée a évolué là-dessus dans le catalogue de Body Talk, profitant de cette exposition sur laquelle je travaillais pour aussi continuer à traiter ces questions. Et ça a pris une dernière occurrence dans la communication à la Via Médici, où j'étais invitée à parler de ces recherches. Voilà. Donc, et c'est quelque chose qui évolue comme ça quand j'ai des occasions de travail qui me permettent d'introduire des recherches. Alors maintenant, selon le format de ces séances, j'étais censée vous parler de mon parcours personnel, c'est-à-dire un petit peu dérouler mon CV pendant 20 minutes et ensuite faire un focus sur une problématique de mon travail pendant maximum 40 minutes. Mais je vais pas me tenir à ce format et je vais essayer de vous proposer quelque chose d'un peu différent.
Donc d'abord, je vais vous lire un texte que j'ai écrit pour cette séance ces derniers jours, et la semaine dernière et ces derniers jours. Un texte qui vous expliquera ce que je vous propose de tenter ensuite. Je vais essayer de faire une sorte de performance. Et donc je vais vous expliquer ça au cours du texte. Voilà. Et il n'y a pas d'image et je veux bien qu'on étaye le programme. Pendant que je lis mon texte. Comme ça, votre texte, ça s'appelle « Politique du soi public ». La semaine dernière, je travaillais la préparation du contenu de mon intervention de ce soir. Je venais de recevoir et de valider la newsletter de présentation qui a été envoyée à propos de cette séance. Et il s'est produit un micro-événement, si on peut l'appeler ainsi, dont je ne vous aurais pas parlé s'il n'avait pas été marqué par une concomitance qui m'a paru signifiante. Ce micro-événement est le suivant. Le moment où j'ai reçu la newsletter a aussi été le moment où j'ai achevé de rembourser mon prêt étudiant. Bien sûr, c'est une information personnelle et une entrée en matière peut-être un peu étrange, mais il y avait cette confirmation de virement et cette newsletter et cette confirmation de virement ouvertes côte à côte sur mon écran d'ordinateur, c'est un fait. La veille, j'avais eu rendez-vous avec Viviana, ici présente, toujours pour préparer l'intervention d'aujourd'hui, et nous avions eu à cette occasion une discussion à propos de la difficulté persistante à parler de nos vies, réalité de nos vies entendue au sens tout à fait courant, sans aucune allusion philosophique, lorsqu'elle est pourtant signifiante dans le cadre de communication publique où on souhaite nous entendre évoquer notre carrière, notre parcours comme ce soir, notre mission parfois, notre succès quelquefois, notre pratique la plupart du temps. J'ignore si cette difficulté existe parce que les gens sont effrayés à l'idée d'entendre parler de cette réalité et que, locuteurs, nous le pressentons, ou si c'est parce que nous avons peur, nous-mêmes, du jugement que cela susciterait. Ou si cela est dû simplement à la reproduction, disons, de canons en termes de discours sur soi, de format de ces discours et même de posture, de position physique lorsqu'on les tient. Peut-être aussi parce qu'être invité à parler de soi doit être un moment de célébration enthousiaste et que c'est absolument ce que souhaite à la fois celui ou celle qui parle et ceux qui écoutent. Une dernière chose serait aussi à chercher du côté de la légitimité. Bien sûr, il y a toujours cette suspicion, si vous ne faites pas les choses suivant le canon, que cela soit dû au fait que vous n'en soyez pas capable ou que vous n'ayez pas suffisamment travaillé. Et c'est une sensation très difficile que de ne pas céder à cette angoisse de la représentation de soi et des jugements qu'elle peut susciter. Mais ce moment de célébration enthousiaste, être invité à parler de soi, pourrait-il le rester enthousiaste tout en ressemblant davantage à la vie? C'est une question. Bref, le lendemain de cette discussion, donc, réfléchissant à la collusion sur mon écran, je me suis dit que les conditions financières dans lesquelles nous avons grandi, étudié puis débuté notre vie professionnelle étaient évidemment absolument déterminantes des possibles, des échecs, mais aussi des prises de décision qui, finalement, donnent une forme à notre intimité et à notre métier. Parmi, certes, de nombreux autres critères tout aussi déterminants. Mais c'est certainement ce décalage, relativement insupportable sur le moment, entre cette anecdote, difficile à partager, mais juste pour moi pleine de sens, la fin du remboursement de mon prêt, et ce travail qui consistait alors à préparer texte et images pour parler 2 mois à des inconnus, qui m'a amené à écrire ce texte. Et donc, relisant ma biographie élogieuse contenue dans la newsletter, et relisant par ailleurs l'ordre de virement, c'est vite lu, il m'a semblé que l'un ne pouvait définitivement pas ignorer l'autre, et qu'il me fallait surtout mettre en pratique, de manière performative pendant cette communication à l'INHA, ce que j'essaye de mettre en œuvre dans mon travail, qui est la critique permanente, sans répit, de précisément qui je suis dans chaque situation donnée, ce que je peux en dire ou non de ce qui je suis, pourquoi je peux vivre cette situation, pourquoi je suis invitée ici par exemple, mais surtout la critique de ce qu'est l'exercice même de mon métier de commissaire d'exposition dans chaque situation donnée. Pour dire cela autrement, je ne travaille pas, par exemple, à essayer d'être une commissaire d'exposition indépendante qui réussit en s'attelant au post-colonial et en participant de l'essor de l'art ou d'un art africain contemporain sur la scène internationale, mais bien davantage, je travaille à découvrir en quoi être une commissaire d'exposition indépendante qui s'attelle au post-colonial et qui participe de l'essor de l'art d'un art africain contemporain est une chose impossible. Et d'où vient cette impossibilité et aussi ce qu'il en sort, qui est véritablement mon objet d'étude. Quand je dis impossible, je parle en termes politiques, moraux, structurels, systémiques, spirituels même parfois. Je vais vous donner un exemple. C'est un récit légèrement modifié pour l'occasion que je reprends d'une intervention que j'ai faite au mois de mai 2015 à Paris 7 qui m'avait invité à parler du colloque « Y a-t-il un régime postcolonial des arts ?»
En octobre 2013, j'ai quitté Paris pour une résidence dans un centre d'art dakarois où j'allais vivre et poursuivre une recherche débutée 1 an auparavant. Dans le cadre du programme annuel défini par le lieu qui m'accueillait, en résidence curatoriale donc. J'allais travailler pendant 6 mois sur les sexualités dites marginales. En réalité, sur les relations sexuelles entre personnes de même sexe et sur la manière dont elles étaient perçues, le tout en faisant intervenir l'art contemporain, c'était la mission, et en tant que commissaire d'exposition. J'avais lu beaucoup de choses avant mon départ sur l'histoire des sexualités en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, en Afrique du Sud. J'avais lu beaucoup de choses sur l'arrivée des missionnaires, sur ce que la période coloniale avait désintégré. Mais lorsque je suis arrivée, c'était Tabaski à Dakar. Les moutons se répondaient d'un toit à l'autre et je ne savais plus qu'une seule chose, que je ne comprenais rien. J'étais perplexe. Les Blancs avec lesquels je parlais à Dakar, mais aussi en France, croyaient toujours très bien comprendre la situation. J'allais faire une exposition anti-homophobie au Sénégal. C'était superbe, courageux et le pays en avait bien besoin. J'allais mettre l'art contemporain au service d'une cause noble. J'étais dubitative. À l'université Cheikh Anta Diop, on me remit 2500 coupures de presse, principalement des faits divers qui traitaient de la question homosexuelle. Lapidation et exhumation, ce fut éprouvant. Pourtant, à travers la langue, je trouvais une première entrée, un premier lien entre mes lectures et cet aujourd'hui pour lequel il semblait qu'il fallut faire quelque chose. Pas grand-chose derrière ce mot d'homosexualité dans les journaux ou de drôles de choses. Par contre, d'autres mots. Des mots hérités du mépris occidental, des PD partout, des mots en wolof, des gore jigen, des elle lui, 2 préfixes de genre liés par un tiret, pour dire un drag queen ancestral et respecté. Mais les sens se sont mélangés, l'insulte a imbibé progressivement le titre de reconnaissance, et comment cela est-il arrivé ? J'ai décidé de ne plus utiliser le mot homosexualité au Sénégal, parce qu'avec lui venait quelque chose qui n'existait pas, et aussi toute l'homophobie des Blancs. Car telle est l'histoire de l'Occident, pas celle de l'Afrique. Si je fouille ma mémoire, aujourd'hui, à la recherche de gestes dont je crois qu'ils pourraient appartenir à ce que je m'imagine être du commissariat postcolonial, je me rappelle la satisfaction et l'apaisement ressentis à la suite de cette décision. Peut-être s'agit-il d'un bon critère. Les jours passent. De plus en plus, on attend de moi une gay pride. Maintenant, c'est sûr, j'aimerais faire tout le contraire. J'ai eu quelques consultations avec des ONG locales. Parfois, impérialisme violent, pas seulement stupide, mais dangereux, politique. Parfois aussi, la même interrogation que moi. Que faire avec cette queerness, devrait-on la nommer ainsi, que la colonisation a laminée? Comment faire quelque chose avec des vestiges? Quelque temps plus tard, j'ai fait la rencontre du professeur Cher Ibrahima Niang. Le professeur m'a montré une multitude d'objets qu'il avait patiemment collectés, des objets qui avaient participé à une vie sexuelle toute proche, ou qui en faisaient le récit. Mais aussi des comptines, par centaines, soigneusement conservées, une vaste tradition orale au bord de l'oubli. Le professeur m'a expliqué l'éducation par classe d'âge, le sens de la comptine et ses entrées multiples, en fonction de ces classes d'âge, l'éducation sexuelle ainsi faite, de l'enfance à l'adolescence. Par exemple, Saloum Nyari-Nyerla, Nietel Badi Wanyeba, la topographie de la vie de Saloum, mais aussi celle des organes génitaux. Dans ces chansons, toutes les pratiques. Pas de mots wolof pour dire des identités, pas de lesbienne par exemple, mais des mots pour dire différentes pratiques entre 2 femmes, des mots extrêmement précis. Des structures que je découvre. Pas de coming out au Sénégal, mais des coming in. Un homme, une vie avec des hommes, avec un homme, et puis sur le tard, une femme, dans la maison, puis des enfants, pour la communauté. Il n'est pas question de juger, mais de connaître. Le professeur Niang raconte une anecdote. En 2012, manifestation contre le président Wade. Dans la foule, il entend quelques-unes de ses chansons. Dans la colère, on s'est souvenu qu'elle parle de sodomie. Et comme il n'est pas question de se laisser la faire mettre par le vieux Wade, mais on a oublié d'où viennent ces chansons. Pourquoi elles étaient utiles? Le professeur Niang dit qu'il a peur de l'engloutissement, d'une grande amnésie. Avec tout cela, je fis l'exposition que je souhaitais faire, ou presque, c'était très difficile. C'était austère, mais j'étais fâchée. L'exposition ne plut pas à beaucoup de Blancs. Le directeur de l'Institut français, qui comptait beaucoup sur une gay pride, aurait souhaité quelque chose de plus choc, de plus coup de poing. Je m'étonnais pendant 2 mois de ces réactions blanches, de ce désir inextinguible d'être missionnaire sous des formes renouvelées. J'aurais dû prêcher pour les Blancs en disant que c'était pour les Noirs, j'avais la bonne couleur pour ça et j'avais manqué à mon devoir. Et puis ma colère a grandi, par impuissance. Quand tous les Blancs ont fait semblant de ne pas comprendre, quand RFI a dit n'importe quoi sur l'exposition, quand les ambassades, Pays-Bas en tête, l'Europe ont béni le projet missionnaire, quand le journal Le Monde s'est gargarisé pendant la Biennale de Dakar.
Ce qu'a pris l'expérience dakaroise et d'autres expériences marocaines, malgaches, à une jeune commissaire qui travaillait sur le post-colonial, c'est qu'elle était coincée. C'est que la plupart des gens qui pourraient lui donner du travail à l'avenir n'avaient pas vraiment envie de connaître l'histoire sexuelle de l'Afrique précoloniale, ni aucune autre histoire de ce genre d'ailleurs. C'est que l'art contemporain était bien impuissant à libérer les corps de couleur parce que l'argent était blanc. C'est aussi que, même quand l'art était fort, il n'était pas libre des discours qui l'accompagnaient, et que ces discours voyageaient à sens unique de l'Occident vers le reste du monde, quand bien même il s'agissait d'œuvres d'art produites par des artistes nés et vivants au sein de sociétés non occidentales. C'est aussi que bon nombre de lieux où l'on disait parler d'art et de postcolonial étaient aux mains de traîtres. En 1987, Ifi Amadioum, dans May Daughter's Female Husband, en se fondant sur ses recherches d'anthropologue, mettait déjà en garde contre l'impossibilité de s'extraire d'un point de vue occidentalo-centré dans les études anthropologiques, sociologiques et sur le genre. Avant l'avènement des queer theories, son étude libérait le sujet physiologiquement masculin du rôle et du statut de mari et faisait de même pour d'autres attributs de la masculinité, séparant le sexe, du genre et de l'orientation sexuelle. Pour Amadioum, la construction de la notion de genre, purement occidentale, pure création des discours du féminisme occidental, n'existait pas en Afrique pour l'ère précoloniale. La colonisation avait ainsi imposé une pensée dichotomique de la différence sexuelle et effacé les structures de la société africaine liées à la sexualité, car ces structures étaient également liées aux moyens d'atteindre le pouvoir. La politique identitaire occidentale, en l'absence de rôle rigidement masculin ou féminin en Afrique, n'avait donc aucun sens. Quant à l'actuelle projection d'une notion très particulière à l'Occident sur d'autres cultures, ce qui est le cas de l'homosexualité, elle est non seulement impérialiste et dangereuse, mais elle augmente les tensions internes liées au rejet des produits et sous-produits de l'Occident dans de nombreuses sociétés non occidentales, bien sûr. Et l'art y participe. Plus récemment, un professeur de l'Université de Columbia, Joseph Massad, l'auteur de Desiring Arabs, entre autres, proposait une lecture contemporaine des collusions entre théorie du genre, discours anti-homophobie et impérialisme. Pour Massad, l'imposition des catégories homo-hétéro, homo-non-occidental étant inséparable de l'impérialisme politique et de la prédominance du mode de production capitaliste. Ça fait des années que Massad cherche à être traduit et édité en France, ça ne marche pas. Si on étend les réflexions d'Amadioum et de Massad au champ de l'art contemporain et du commissariat d'exposition, on est en colère. Car on les voit, les artistes, les commissaires, répondent si complaisamment à ce programme. Il faut bien le dire, pour le commissaire postcolonial, les possibilités sont restreintes et le champ miné. Voilà, c'est la fin de ce texte que date de mai, que j'ai un peu réécrit pour ce soir. Mais alors, comme vous l'aurez un peu mieux compris maintenant, ce qui m'intéresse, derrière tous les récits pré-préparés et donnés comme tels, et derrière toutes les situations qui se présentent comme évidentes, ce sont les implications politiques de ces mêmes récits, même lorsqu'ils semblent neutres ou positifs, et c'est surtout la question de savoir à qui ils profitent, et aussi ce qu'ils s'efforcent de maintenir. Et c'est tout à fait vrai dans le champ également de l'art contemporain. Donc, par exemple, au début de cette résidence et de ce projet à Dakar, il était évident pour un centre d'art tel que celui où je faisais cette résidence, centre d'art reconnu internationalement, que faire une série d'expositions sur la question de sexualité marginale en Afrique aujourd'hui était quelque chose qui devait permettre de montrer des œuvres d'artistes, alors certes d'origine ou de nationalité africaine, mais dont le travail était uniquement lu et apprécié à travers un discours occidental. Par exemple, la seconde exposition du cycle, c'était donc un cycle de 3 expositions, juste après la mienne, présentait des œuvres, notamment de Kader Attia, de Zanele Meoli, de Andrew Ezibo, des artistes que vous devez connaître. Et vous voyez, avec ces artistes, on est face à des œuvres pour lesquelles on entend finalement très peu parler de ce qu'elles disent, ce que les artistes en disent ou de ce qu'elles pourraient dire, mais presque toujours de ce qu'on veut leur faire dire. Et ici, ce qu'on veut leur faire dire était donc ce sont des œuvres d'artistes africains contemporains anti-homophobie. Et c'est presque tout. Il n'y a pas de place pour d'autres discours. Il n'y a pas de place pour d'autres discours parce que c'est le discours dominant sur ces œuvres qui accompagne leur réception et qui est celui du seul espace de leur réception. Parce que les instances de légitimité, les instances économiques sont évidemment là où le cadre de réception et le discours de réception se fait. Il n'y a pas de réception africaine de ces œuvres légitimes, c'est-à-dire dans le contexte actuel, qui soit légitimée par l'Occident, parce qu'aujourd'hui, les espaces légitimes en Afrique, c'est des espaces légitimés par l'Occident avant tout. Tous les centres d'art qui ont une légitimité internationale, c'est parce que d'une façon ou d'une autre, ils ont été légitimés par des institutions occidentales. Et donc, pas de discours alternatif. Et c'était précisément ce dont il m'intéressait de parler dans cette exposition que j'ai évoquée, qui ouvrait le cycle. Revenons à ce soir. Je vous ai déjà dit que je souhaitais non pas juste vous décrire mon parcours, ma pratique et mes recherches, mais essayer de vous faire sentir ce qui les définissait.
C'est cela que je voulais dire en utilisant le terme performatif tout à l'heure, tout simplement. Et la meilleure manière de procéder à cela, c'est certainement d'étudier la situation même que nous sommes en train de vivre, là, ensemble ce soir, et de réfléchir aux discours préexistants qui la sous-tendent. Alors rassurez-vous, j'ai mené cette réflexion avant de me rendre ici à l'INHA, et je vais donc simplement en partager quelques conclusions. Nous sommes ce soir dans un espace institutionnel où le schéma dominant du récit qu'on attend est celui de la réussite, dont on nous enseigne, par ailleurs, qu'elle doit se teinter d'un peu de subversion, d'un peu d'alternatif, à partir du moment où il profite à cette réussite. C'est un énoncé de genre, par exemple, qui aurait pu être mon focus thématique. Alors, pas de manière aussi avouée, bien sûr, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, l'énoncé serait « Comment une jeune personne sortie de l'université, et d'ici même, peut devenir un ou une jeune commissaire d'exposition indépendante à succès, en travaillant sur les questions postcoloniales et sur l'art africain contemporain pour lequel l'intérêt international va croissant. Quelle est la recette ?» Comment ne pas répondre à cette question ? Comment répondre à cette question alors que j'ai 26 ans et que cela faisait presque 7 ans, mercredi dernier, que je remboursais un prêt étudiant ? Comment ne pas répondre à cette question ? Casser le schéma institutionnel commence par parler de ce dont on ne devrait tacitement pas parler. L'argent est une donnée certainement tout aussi importante dans ma pratique que mon expérience du racisme ou de la misogynie, que les lieux où j'ai étudié, les voyages que j'ai faits et les personnes que j'ai aimées. J'aurais pu vous parler d'une ou de toutes ces choses. J'ai commencé par vous parler d'argent parce qu'il y a eu cette rencontre étonnante entre deux éléments l'autre jour que j'ai évoqué en introduction. D'ailleurs, que faisons-nous là tous ensemble alors que personne n'est payé ? C'est une question importante. Une réponse pourrait être « Nous mettons en scène et rendons ainsi actives les capacités de l'institution à légitimer les individus. Pourquoi les doctorants organisent-ils ce type de séminaire ? Pourquoi des invités sont flattés d'y participer, etc. » Ce soir aussi, je suis de retour à l'INHA, dont je suis sortie diplômée en 2012. Ma maîtrise, des études que j'ai aimées et qui m'ont été très profitables. Pourtant, de ce que j'ai vu dans cette institution, il y a des choses que ce soir j'aimerais ne pas garder. Par exemple, l'enseignement très occidentalo-centré. Par exemple, la tyrannie mortifère des PowerPoint. Par exemple, l'étroitesse des formats de prise de parole et d'écriture appris et autorisés. Par exemple, les difficultés à pratiquer l'intersectionnalité. Et par exemple, enfin aussi, la frilosité à considérer les objets d'étude et les situations de manière politique. Bien sûr, ce que je viens de dire à l'instant est injuste pour un certain nombre de personnes qui étudient et enseignent ici. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'expérimenter un format de communication que je n'ai pas encore tenté, qui devrait me permettre, ainsi qu'on me l'a demandé et si tout fonctionne bien, de vous présenter effectivement mon parcours et des axes thématiques qui structurent ma pratique. Même si vous avez déjà un peu compris ce qu'ils peuvent être avec cette introduction, Viviana a ici dit tout à l'heure, enjeux postcoloniaux, géopolitique, investigation des récits dominants, notamment ceux de la représentation du corps féminin et exotique, moi j'aime mieux dire racisé, mais aussi l'étude de la réception occidentale de l'art contemporain non occidental, par exemple, en particulier l'art africain. Donc dans quelques minutes maintenant, je vais lancer un PowerPoint dont j'ignore le contenu et l'ordre de passage des images. Le rythme de ce PowerPoint va m'être imposé par la machine et je vais devoir le suivre. L'idée est de perturber le format de mon intervention afin de tenter de 1. Ne pas être soumise à la recréation toujours un peu mensongère et téléologique du curriculum qui détache des faits, des titres et des déplacements de la pensée et de la vie. 2. De lutter contre la toute-puissance rarement remise en cause du PowerPoint et de l'utilisation qui en est faite afin qu'il soit moins ce cadre rigide qui illustre une parole chétive ou lui donne l'illusion de la force, mais qui est surtout ce que la parole doit suivre aux dépens de sa liberté, aux dépens de son rythme. Le PowerPoint de la séance de ce soir est un peu fou et aléatoire. Il est rempli de toutes les images présentes dans les dossiers professionnels contenus dans mon ordinateur choisi à l'aveugle. Je les ai envoyés sans leur donner de titre signifiant à Viviana qui les a placés au hasard dans le PowerPoint. Viviana avait aussi la liberté de choisir l'ordre d'apparition des images contenues dans chacun de ces dossiers anonymes. Pas d'ordre, pas de hiérarchie, pas de choix, pas de tri donc. L'image excédera sans aucun doute la parole, car bien que je sois connue pour parler trop vite, je doute de pouvoir vous parler de chaque image. Mais elle tentera de suivre, forcément épuisée, forcément hagarde, forcément rebondissant et rebondissante, et elle sera peut-être, je l'espère, forcée d'être un peu plus libre. Après réflexion donc sur le contexte qui m'a valu d'être invitée à venir vous parler de moi et de mon métier et de mes sujets de recherche aujourd'hui, et avant effectivement de vous en parler, j'ai souhaité mettre en scène par un tout petit geste
L'idée somme toute évidente que la vie et la pensée excéderont à tout jamais les PowerPoint, mais aussi l'idée suivante, que vous n'êtes pas obligé d'accomplir le récit que l'institution exige de vous. C'est parti. On est dans l'atelier de Raphaël Barontini, qui est un jeune artiste sur lequel j'ai écrit. J'ai été invitée cette année à faire partie du jury du 60e salon de Montrouge, que vous connaissez certainement, qui est un salon d'art contemporain censé découvrir les jeunes talents de demain. Et alors, à l'occasion, j'ai dû choisir parmi, je ne sais plus, 600 dossiers, 5 personnes sur lesquelles j'allais accepter d'écrire et que j'allais accepter de suivre et d'accompagner dans leur carrière de jeune artiste, qui était un exercice extrêmement difficile, cette sélection. Mais par ailleurs, j'étais très contente de le faire parce que j'ai été stagiaire il y a bien longtemps au Salon de Montrouge, et puis j'aime beaucoup que le Salon de Montrouge soit un lieu qui garde certaines libertés par rapport à certaines choses. Voilà. Ne serait-ce que dans sa scénographie, qui est peut-être est trouvée ridicule par beaucoup de gens, mais qui refuse le white cube depuis de nombreuses années, ce que je trouve assez courageux. Donc, Raphaël Barontini, là, donc voilà, je suis dans son atelier. Je prenais des photos pour garder un peu l'ambiance de son atelier avant de rentrer chez moi et d'écrire un texte sur lui et son travail, et qui est depuis devenu un ami. Donc c'est bien aussi ce genre d'exercice du jury, parce qu'on rencontre des gens qui deviennent aussi des amis de la vraie vie, qui vous envoient des messages quand ça va pas. Et c'est aussi important dans ce métier de commissaire d'exposition qui paraît un peu... alors là, le logo de Raw Material Company, parce que, bien sûr, travaillant pour ce lieu, donc il y a un centre d'art à Dakar, c'est Centre pour l'art, le savoir et la société, c'est un centre d'art qui a été ouvert en 2008, et qui est à la fois une résidence, un espace d'exposition, qui était un restaurant, voilà, c'est Raw, et une bibliothèque et des bureaux, on travaille. Voilà. Donc je suis commissaire pour eux depuis maintenant 3 ans. Et bien sûr, en tant que commissaire, j'ai le droit d'avoir le logo, puisque je produis tous les dossiers, les dossiers de financement et les communiqués de presse, etc. pour RAW, donc j'ai ça dans mes fichiers. Alors, RAW, c'est un endroit qui est assez intéressant, qui a été créé en 2008 par une commissaire d'exposition camerounaise qui s'appelle Koyoko, et avec qui je travaille étroitement maintenant. Et c'est là que j'ai fait donc cette résidence il y a donc quelques années, la résidence dont je vous ai parlé, qui était quelque chose qui n'a pas été facile à faire. J'ai été en gros conflit même avec Koyo pour faire mon projet comme tel, mais après ça elle m'a embauchée durablement, donc je pense qu'elle a apprécié finalement la réflexion qu'on a eue, et je sais qu'elle l'a apprécié, mais on n'a pas été d'accord du tout sur le contenu de l'exposition, comme vous avez pu le comprendre par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Mais encore, voilà, le logo de Rose, toutes les couleurs, oui, parce qu'on essaye de varier j'essaye de varier d'un communiqué de presse à l'autre. Quel est le public d'Euro ? Le public d'Euro, alors évidemment c'est le public, il faut savoir, on a un centre d'art dans un pays pauvre, entre guillemets, alors évidemment il y a tout un public qui est des gens qui vont d'un lieu à l'autre, des blancs qui vont d'un lieu à l'autre en taxi, de l'Institut français au Goethe-Institut, à Raw, etc., et qui ne font pas d'autre circulation que ça, rentrent dans leur maison avec des gardes devant les portes. Il y a des gardes devant la porte de Raw, ce qu'on voit pas sur la photo, mais parce que voilà, les lieux... Bon, bref, pour les gens qui ont déjà vécu... Et alors le public de Raw, c'est donc ces gens-là, le directeur de l'Institut français, le directeur du Goethe-Institut, enfin bref, les gens des autres instituts, des autres lieux culturels tenus par des blancs, et puis... De temps en temps, quelqu'un de la rue passe son nez et vient et rentre, mais ça dépend à quel point ce qu'on fait peut intéresser, comment on communique. Il faut savoir que toute la communication est faite en anglais, elle est faite rarement en français, un peu en français et pas du tout en wolof. Donc c'est ça que je disais aussi, quand les lieux sont légitimés par l'extérieur, c'est ce genre de choix que font les lieux, même situés dans des pays qui... Alors ça, bon bref, du coup ça passe là. C'est des photos Je travaille toujours avec Koyo cette année pour la Biennale irlandaise, qui va ouvrir le 16 avril, et donc j'ai reçu ça il y a pas longtemps. C'est les photos des différents lieux qui vont pouvoir être investis par les artistes, que je suis donc chargée d'envoyer aux artistes pour discuter avec eux de où est-ce qu'ils vont installer leurs pièces, tout simplement. C'est pas extrêmement intéressant, donc je reviens sur Raw. Et oui, la biennale s'appelle EVA Exhibition of Visual Arts, ce qui est rigolo puisque c'est mon prénom. Et ça n'en finit pas. Et donc, voilà. Et donc ils m'ont envoyé des tonnes de photos, c'est ça. Et donc du coup, qu'est-ce que je disais sur eux ? Oui, voilà, c'est assez intéressant cette question de comment un lieu situé donc au Sénégal pour gagner en légitimité. Voilà, finalement, la communication est destinée à un public très extérieur. Et ça conditionne un certain nombre de possibles et de façons même de travailler. Et ça fait en effet partie des choses sur lesquelles je travaille. D'ailleurs,
en fait, à l'origine, pourquoi j'ai contacté Koyo et qui m'a prise en résidence puis embauchée ensuite, c'était parce que à la fin de mon master ici, je voulais faire une thèse. Je voulais faire une thèse sur ça. Je voulais faire une thèse sur la question de comment les lieux récents, les espaces culturels en Afrique, parce que j'avais déjà eu cette expérience avec la Cinémathèque de Tanger que j'avais trouvé terrible, avait des politiques comme ça internes qui étaient totalement conditionnées par les instances de légitimation occidentales. Et bon, j'ai pas fait... Ouh là là, ça va beaucoup trop vite. Donc avant, c'était la fiche du colloque dont je vous parlais en mai, qui avait lieu à Paris 7 sur y a-t-il un régime postcolonial des arts. Alors ça c'est une œuvre d'un artiste haïtien qui s'appelle Sébastien Jean. J'ai été invitée cette année, voilà, à être commissaire de la foire d'art contemporain de Barcelone, qui est une très jeune foire qui existe depuis 3 ans. Qui voilà, Barcelone, qui est une ville qui a un certain niveau économique, qui a une population de collectionneurs grandissante, qui veut avoir sa foire d'art contemporain comme Madrid, comme plein d'autres villes, et qui donc a cette foire. Et alors ils m'ont appelé en disant voilà, on voudrait que vous commissariez une section de la foire, spécialement art africain, parce que nous on n'y connaît rien, etc. Et donc évidemment ils avaient des attentes assez précises. Enfin, j'entendais derrière qu'ils voulaient des œuvres ils voulaient prouver, comme beaucoup de lieux, que les artistes africains contemporains peuvent faire de la vidéo. Enfin bref, peuvent faire des choses comme les artistes occidentaux. Alors j'ai fait un petit test, je leur ai envoyé parce que j'avais beaucoup de temps pour chercher qui allaient être les artistes. Ça, c'est plusieurs artistes que j'ai présentés du coup à cette occasion. J'aurais envoyé une première fois parce qu'ils devaient valider les propositions d'artistes que je faisais. Alors j'ai envoyé une première fois tel artiste, en envoyant comme lien le site de l'artiste un peu moche, avec des couleurs vives, fait à la main, etc. Puis je renvoyais 2 mois plus tard, j'ai une autre idée d'artiste finalement pour ma sélection, le même artiste mais un beau site, une exposition qu'il avait fait à Paris, une galerie hyper chic avec ses œuvres sur un YQ et tout. Alors premier mail il me disait ah non ça ne plaît pas beaucoup, et deuxième mail il me disait oui, alors que c'était le même artiste. Alors j'ai fait ce petit test et puis du coup bah oui, parce que ça m'intéresse beaucoup cette question de finalement aujourd'hui c'est plus la typo et comment et ce que fait le graphisme qui intéresse les gens que donc j'ai choisi l'artiste en fonction, et donc j'ai montré beaucoup de peintres, et c'était une exposition en fait vraiment d'histoire de l'art, parce que j'ai choisi des gens qui étaient dans des grandes traditions. Par exemple l'œuvre de Sébastien Jean, je montrais qui est un peintre hérité qui maîtrise tout l'héritage du vaudou haïtien, etc. Donc j'ai choisi vraiment des tendances de l'histoire de l'art de la peinture africaine, donc c'était très historique comme expo. Ils sont passés complètement à côté, mais voilà. Bref, avant on a vu le croquis et le catalogue, et ça c'est une exposition qui vient d'ouvrir la semaine dernière à Hambourg, d'Eichterhallen. Donc c'était un croquis fait par une artiste d'une œuvre qui a été réalisée, et ça c'est le catalogue qu'on a fait à l'occasion de l'exposition, dans lequel j'ai écrit et que j'ai édité, parce que pour Ro c'est aussi une maison d'édition, je vous l'ai pas dit, je m'occupe de l'éditorial de toutes leurs publications. Voilà. Donc bref, voilà, vous savez ce que c'est le travail d'un éditeur, et donc c'est l'exposition en question qui a ouvert la semaine dernière, et voilà, qui est un projet que j'ai écrit avec Koyo il y a 3 ans, qui avait une forme qui me plaisait beaucoup au départ, et qui est devenu, c'est aussi intéressant avec toutes les contraintes quand on est face à l'institution, les contraintes budgétaires, etc., qui est devenue une expo que je trouve pas si intéressante au final, mais voilà, mais qui existe. Alors ça c'est rigolo, c'est la Sandra Ninja. La Sandra, c'est je sais pas si vous connaissez le voguing. La Sandra, c'est la mère, la vogueuse la plus importante actuellement à Paris. C'est l'héritière directe de Willy Ninja, si vous connaissez le voguing. Et la Sandra, je fais un projet, c'est un projet à venir. Donc ça, c'est dans mes dossiers de choses à venir sur le voguing. Alors, en lien en fait avec l'exposition que j'ai fait à Dakar sur l'homosexualité, avec l'idée que le voguing aujourd'hui est très à la mode et comme quelque chose justement, voilà, un peu de underground qu'on va montrer, etc. Il y a plein de projets qui fleurissent. Je travaille avec Jean-François Bouclé, qui est un artiste martiniquais que j'aime beaucoup, pour essayer de faire un contre-projet qu'on espère se réalisera. Donc je vous dis pas encore le lieu, où, quand, comment, mais sur qu'au contraire il ne faut pas montrer le voguing, oulala, mais parce que le voguing c'est quelque chose, tout comme ce que je vous expliquais sur l'homosexualité au Sénégal, qui justement est une petite niche de résistance au LGBT tel qu'il est pensé par l'Occident, en Occident lui-même. Voilà. Et la Sandra est quelqu'un qui a une pensée de ça très intéressante, en plus d'être une danseuse extraordinaire. Bref, alors avant on a vu un papier d'Agessa, bah oui, ça fait partie de la réalité. Quel est le statut qu'on a quand on est commissaire? J'ai choisi le statut d'auteur, ça n'a pas été facile à obtenir, parce que faire facturer ce que vous faites, voilà, avant on avait une photo, j'étais déjà chez vous à un cocktail, etc. Ce que je peux en dire, c'est que pareil, on fait un métier qui est très difficile, parce qu'entre
le niveau de vie qu'on est censé avoir et le niveau de représentation et la réalité, c'est très compliqué. Donc j'avais une coupe de champagne à la main, c'est absolument pas représentatif de comment je vis. Vous avez parlé de mon prêt, donc vous savez. Je sais pas ce qu'on a vu ensuite, une couverture d'un livre édité par Roche, je pense. Bref. Ça, c'est des photos qui illustraient un article, mon premier article sur le voile qui est paru dans Africada. Voilà, je parlais tout à l'heure un peu de comment les recherches sont. C'est une œuvre de Latifa Echarch, et ça, c'est une œuvre de comment il s'appelle Non, ça. Ah, ça, je ne sais pas. Ben voilà, j'oublie. Un artiste qui est chez Perrotin, iranien, un homme. Aidez-moi, bref. Ah, ça, c'est une Turgoule, c'est une spécialité normande. J'ai fait une conférence performance en juin au FRAC Basse-Normandie, dont vous voyez j'ai ça tout à l'heure, c'était 2 d'ailleurs, invité par un jeune artiste qui s'appelle Julien Creuset, qui avait une exposition au FRAC. Il m'a invité, alors en fait parce que j'ai fait un article, j'ai écrit sur lui, sur son travail il y a 1 an dans un magazine, et la directrice du FRAC avait lu cet article, avait aimé, elle m'a dit est-ce que tu peux faire une conférence pour expliquer au public Julien Creuset, parce que c'était bien ton article dans le journal. Alors j'ai dit oui, mais je ne vais pas faire une conférence sur Julien Creuset, je vais essayer de tirer un concept de ce qu'il y a dans Julien Creuset qui m'intéresse, dans sa pratique, notamment il travaille sur parler du postcolonial à travers la bouffe, oui. Donc par exemple, comment la croûte de la mimolette, le roucou, etc. c'est lié à l'histoire postcoloniale. Alors j'ai fait cette conférence où je faisais la cuisine en même temps que je parlais. J'ai fait cette chose que vous avez vue qui était pas vraiment mangeable, mais après j'ai vraiment donné à manger à tout le monde quand même, et qui était un texte que j'ai écrit du coup sur. Et ce qui m'intéresse aussi beaucoup, tout comme sur la question des sexualités, la question de l'apparat, de la parure, etc. C'est-à-dire traiter le postcolonial sur des sujets qui nous touchent davantage de près. Quand on parle de la sexualité, de ce qu'on mange, de comment on s'habille, je pense que c'est beaucoup plus facile aussi de parler de ce qu'est le postcolonial, qui sinon paraît aussi un petit peu cette étiquette là un petit peu abstraite, vendeuse, etc. Ça, je suis en ce moment en train de faire un workshop que j'ai commencé en octobre et qui se termine en janvier à Béton Salon, invitée par la directrice de Béton Salon qui m'a très agréable, invitée à faire absolument ce que je voulais, en réaction à l'exposition qui est en ce moment à Béton Salon, qui s'appelle Coworkers Beyond Disaster, qui est une exposition qui postule qu'on vit déjà dans le désastre, on vit déjà dans la fin du monde, c'est le chaos économique, social, écologique, et que faire. Alors voilà, il y a différents artistes qui ont réagi à ça, elle m'a invitée à faire ce que je voulais pendant la durée de l'expo en réaction à ça. Donc j'ai proposé ce workshop, voilà, c'est à Béton Salon. Ce que vous voyez avant, c'était une caméra de surveillance pour milieux végétaux. Ce que vous voyez encore avant, c'était une photo d'une des participantes du workshop qui est en train de travailler sur ce lieu et qu'elle a pris en photo. Et donc, j'ai travaillé sur cette idée cette image comment dire, les formes un peu névrosées de l'écologie urbaine, notamment par exemple l'idée du jardin partagé. Le jardin partagé qui me semble une forme extrêmement dictatoriale, anti-pauvre, anti-étranger, etc., etc. Je suis absolument contre les jardins partagés. Alors évidemment, j'expliquais pourquoi en mobilisant des outils théoriques un peu sérieux, et là j'ai pas le temps de vous le faire, mais voilà. Et elle a notamment ce jardin partagé qui est à côté de chez moi à Châteaurouge, qui est un endroit un peu terrible, bref, toujours selon moi. Et donc j'ai invité les personnes qui participaient au workshop à identifier des situations du même titre qui leur paraissaient problématiques, à essayer de mobiliser des outils théoriques pour les critiquer. Et Servan, par exemple, travaille, donc qui a fait les photos que vous voyez avant, sur comment un espace urbain qui était avant une sorte de, non pas friche, mais d'espace un peu neutre entre des immeubles où les enfants jouaient, etc., est devenu racheté par Bouygues, rénové, et est devenu ce truc avec un nounours là, une fausse fresque type Douanier Rousseau où plus personne ne peut circuler, etc., etc. Pourquoi, comment. Donc voilà, donc chacun travaille sur ces types de cas d'occupation de l'espace urbain, comment des discours sur l'écologie ou sur l'art dans la ville servent en réalité des politiques assez totalitaires, etc. Ça, c'est une exposition qu'on a fait l'année dernière avec mon collectif. J'ai un collectif, donc j'étais étudiante ici, dans le master professionnel, on était 13, et on est 10 survivants de ça, à être une association, à essayer de faire des expositions ensemble. Donc on a fait cette exposition l'année dernière à la Générale en Manufacture, d'ailleurs Générale en Manufacture qui ont reçu aujourd'hui quelque chose comme quoi ils sont virés, ils doivent quitter les lieux avant le 31 décembre, et qui me posait la question, Nathalie m'a écrit tout à l'heure, elle demandait est-ce que la trêve hivernale vaut maintenant qu'il y a l'état d'urgence. Question, si quelqu'un sait. Voilà, parce que je crois que l'état d'urgence change des choses en matière de loi, etc. Mais bref. Et donc la Générale, qui est un espace que j'aime beaucoup et très intéressant, et voilà. Et donc là, on voit des membres du cartel comme Manon. Cartel de Koun, c'est le nom de notre collectif et notre association. Alors,
C'était une forme un peu difficile, c'était une forme, on a essayé d'expérimenter le travail en groupe en tant que jeune commissaire lâché dans la nature du monde professionnel avec toutes les angoisses que ça, deux autres membres du groupe, Anna et Kouralai, toutes les angoisses que ça pouvait être pour nous sortant de là après un master, la vie professionnelle. Alors bon, c'est compliqué de travailler en groupe, mais ça m'a beaucoup apporté. C'est des gens qui m'ont trouvé du travail quand j'avais pas du tout d'argent. C'est des gens qui m'invitent, comme ils viennent à ce soir, à parler ici. En fait, je dirais qu'au-delà de nos expositions, de ce qu'on en fait, d'à quel point elles sont réussies ou pas, elles l'étaient plus ou moins, c'est un réseau de solidarité et d'amis, et c'est extrêmement important dans ce métier. Ah, ça c'est la mère de Fela Kuti, Funmilayo Ransome Kuti, qui est une femme très intéressante et importante pour l'histoire politique nigériane, une activiste, etc., pour laquelle j'ai fait la notice Wikipédia qui n'existait pas. Et j'ai participé l'année dernière, invitée par la Fondation Galeries Lafayette, à une journée pour la journée de la femme, à tout simplement se mettre ensemble et écrire les notices Wikipédia, apprendre en fait comment on fait une notice Wikipédia, comment on fait pour qu'elle soit acceptée, etc., etc. Donc avec des formateurs Wikipédia qui s'en fait tout un truc, c'est un peu compliqué, apprendre à faire des notices Wikipédia, et donc j'ai fait cette notice pour cette femme qui est une femme très importante pour l'histoire africaine, l'histoire en général, et qui n'avait pas de notice Wikipédia. Voilà. Et la notice est passée, j'ai zéro correction, Wikipédia l'a validée, donc je suis très contente. Ça, c'est des photos alors, à la fin de mon exposition dont je vous parlais tout à l'heure sur l'homosexualité, parce qu'en fait, je vous ai expliqué un peu les problèmes que j'avais eu, mais pas la forme qu'avait l'exposition au final. Donc, j'ai exposé beaucoup d'archives, beaucoup de documents, des objets, là, les comptines dont je vous parlais. Enfin, non, justement, j'ai pas voulu montrer les choses qui relevaient d'une histoire occulte. On est un peu sur le même problème que pour le voguing, mais j'ai exposé quand même beaucoup de documentation. Donc, l'expo était austère, hein, comme je l'ai dit, il n'y avait pas d'œuvre. Mais par contre, j'ai invité Cécile Koyo, la directrice d'Euro, et à qui je dois beaucoup, même si on n'est pas toujours d'accord, et qui est quelqu'un de très important pour moi, et qui me soutient énormément dans ma jeune pratique aussi. Et donc, ça, c'est des œuvres de la deuxième exposition, c'est une œuvre d'Andro Zibo. Et donc, à la fin, j'ai invité quand même Issa Samb, que vous voyez tout à l'heure dans la rue, devant Rose, qu'on voyait, c'était la rue devant Rose, qui est un artiste sénégalais très important. Ça, c'est le film de Kader Atia, Collage, qui est un très beau film par ailleurs, et c'est vraiment dommage de tirer du côté de juste un discours anti-homophobie, parce que c'est un film magnifique qui est beaucoup plus que ça, et que j'aime beaucoup, et je trouvais ça en plus très triste de le mettre dans une exposition avec cette étiquette-là. Kader qui a fait tout un travail avec les transsexuels, c'est magnifique. Et bref, ça c'est une autre photo d'Andro Zibo. Je disais quoi sur l'expo, et donc à la fin il y a eu une performance de Issa Samb dont j'étais ravie, parce que Issa avait présenté cette performance une seule fois au Festival d'Avignon, il n'avait jamais voulu la présenter au Sénégal, disant que justement on était dans un tel état sur ces questions-là, les choses étaient tellement oubliées, la figure du Gorgigan dont je vous parlais tout à l'heure, hein, ce drag queen ancestral, tout ça était tellement détruit qu'il n'avait pas voulu la faire au Sénégal, il a bien voulu la faire pour mon exposition. Ah, ça c'est mes photos VIP avec Marina Abramovic. Et voilà. Et alors bref. Et donc oui. Alors ça c'est intéressant. C'était à New York. J'ai reçu un prix il y a plus d'un an maintenant pour justement l'expo à Dakar, un prix qui récompense un jeune commissaire d'exposition innovant, enfin bref, audacieux, etc. J'ai eu ce prix remis par Nancy Spector que vous voyez là, qui est très sympathique d'ailleurs. Et donc plus que Marina Abramovic qui s'est plaint que Paris ça avait été l'endroit où elle avait fait sa pire expo parce que les employés étaient en grève. Vraiment. Et du coup oui, et donc ce prix à New York, ça c'est la police du Vils, pareil, c'est toujours j'ai la police du Vils dans mon intérieur, parce que comme j'ai fait une expo pour le Vils, voilà. Oh là là, ça va vraiment. Bref, donc je finis sur ce que je disais sur quoi, sur la performance. La performance c'est fini. Je disais autre chose. Ah bah voilà, ça y est, j'ai épuisé mes. Non, c'était quoi juste après la. New York. Le prix à New York. Ça, c'est Tracy Rose en Israël, devant le mur Palestine. Bref. Et donc ce prix à New York, ce qui est intéressant, c'est les réactions ensuite qui ont suivi, les rapports que j'ai eu avec les journalistes. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment fait rentrer. Ah oui, c'est pas une erreur, je vous expliquerai aussi. C'est bien mes dossiers professionnels. En fait, les réactions des journalistes, mais bon, j'y reviendrai tout à l'heure parce qu'il faut que j'avance sur ça, ont été extrêmement intéressantes. Elles ont été très racistes et très misogynes suite à ce prix. Et donc, c'est aussi quelque chose qui est complètement rentré dans ma pratique, les retours que j'ai eu de cette expo à New York. Parce que le premier article disait quand même, elle a sûrement eu le prix parce qu'elle est jolie, et le deuxième article, en gros, elle a eu le prix parce qu'elle est noire. Hein. Voilà. Et ensuite, j'ai eu que des journalistes qui me disaient, mais qui voulaient absolument me mettre dans un récit d'un petit peu de miraculé, de petite africaine qui en était arrivée là, etc. Alors que c'est pas du tout ma vie. Je suis née en France, ça n'a rien à voir, mais c'était vraiment. Et j'ai
un certain nombre d'articles, d'interviews qui n'ont pas été publiés parce que j'ai conflit avec les journalistes sur ça, qui voulaient absolument ce récit. C'était incroyable. Enfin, c'est vraiment, ça paraît fou. On raconte. Alors, toutes les photos qu'on vient de voir là, c'est des différentes choses liées à l'exposition, donc au Vils Body Talk. Des choses préparatoires. La toute première photo, c'était les Amazones du Dahomey, qui était une armée de guerrières africaines, etc., qui rentrent en compte, enfin, qui pas rentrent en compte, qui sont en fait les 3 œuvres que vous venez de voir là, c'est des œuvres de Marcia Curé, qui est une artiste nigériane, et qui sont des portraits hommages à plusieurs figures historiques femmes africaines, notamment les Amazones du Dahomey. Après, je sais plus ce qu'on a vu. Oui, bah le gros pénis, c'était c'est des stagiaires du Vils qui m'avaient envoyé ça parce que la pauvre avait pour mission d'aller faire toutes les boutiques sex shop pour chercher un pénis suffisamment grand pour une des œuvres de Valérie Oka, œuvre que j'aime pas du tout d'ailleurs, mais qui est dans l'exposition. Au final, ils n'ont pas trouvé assez gros dans les boutiques, donc le pénis a été fabriqué par une pauvre monteuse qui a dû passer un mois à faire un pénis en papier mâché. Bref, ce que je trouvais tout de même assez difficile pour une exposition sur... Mais bon. Donc ça, c'est une autre œuvre de Marcia Curé, qui est le portrait justement de... Voilà, ça, les Amazones du Dahomey, Funmilayo Kuti, et puis Chaka, Nandi, la reine Zoulou, mère de Chaka, voilà, qui sont des figures historiques de l'histoire de l'art africaine et du panthéon un petit peu des orifexés, Chaka, Nandi, mère de Chaka, reine des Zoulous, pardon, dans ce ordre-là, voilà, c'est elle. Donc voilà, et donc cette expo, pareil, Body Talk, du coup je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a eu ce catalogue par chance où j'ai pu un petit peu m'exprimer et donner aussi mon point de vue sur l'exposition. Mais bon, par ailleurs, ce qui était très bien dans cette exposition, c'est que, donc elle a été il y a ça qui arrive après, j'imagine, parce que dans le même dossier, donc on a fait tout un programme de conférences pendant l'exposition, et moi du coup pendant la première conférence, j'ai parlé justement de mon travail sur le voile, etc., de comment moi je traitais ces questions des féminismes africains, et de leur réception occidentale, et donc j'avais fait une présentation justement où j'ai dû parler de cette œuvre de Zulira Bouabdella qui par ailleurs était dans l'expo aussi en présentant d'autres pièces que vous voyez pas. Ça c'est une œuvre de Billy Zangiwa, qui est une artiste sud-africaine qui était aussi présente dans l'exposition, qui est pour le coup une œuvre que j'aime beaucoup, une artiste que j'aime beaucoup. Ça vous l'avez vu tout à l'heure, Viviane vous en a parlé, donc ça faisait partie justement de ce programme ensuite de conférences dont je me suis occupée et auquel j'ai participé, qui a eu lieu en relation à l'exposition. Et ce que je veux dire, c'est que ce qui était très bien avec cette exposition, c'est que il y a eu énormément de réactions. Il y a eu des réactions très 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 fortes, qu'elles soient négatives ou positives. Il y a eu énormément de gens à tous les événements, à toutes les conférences, à toutes les signatures du livre, au vernissage. Et c'était, pour le coup, c'était vraiment très intéressant parce que par contre, il y a eu une énorme possibilité de dialogue et de discussion qui est pas toujours le cas. Après, l'expo a voyagé en Suède, où là, par contre, c'était l'encéphalogramme plat, et elle est en ce moment au FRAC Lorraine, où il y a eu aussi des discussions plutôt intéressantes. Ce que vous pouvez voir avant, c'était des articles de presse, parmi ces 2500 articles de presse que l'université Cheikh Anta Diop m'avait fournis pour préparer mon expo et que j'ai lu un par un pour essayer comme ça de voir comment... alors la presse, c'est pas représentatif des gens, mais quand même un petit peu cette idée de comment les gens parlaient des relations sexuelles entre personnes de même sexe ces 10 dernières années au Sénégal. Et là, c'est plusieurs livres. J'ai pas vu les premières couvertures, j'ai pas tourné la tête au bon moment. Je sais pas, il y en a eu d'autres, je crois. C'est plusieurs livres qui faisaient partie de la bibliographie ma bibliographie de travail, tout simplement pour cette exposition. Ça c'était à Avignon par contre. J'ai ces couvertures de livres parce que c'est des livres que j'avais dans ma bibliothèque avant en France, avec lesquels j'ai pas voyagé, et puis que je voulais commander pour qu'ils soient présents dans l'exposition. Il y avait aussi une grosse bibliothèque dans l'exposition, mais bon, ils sont pas arrivés pour le vernissage parce que c'était compliqué que le courrier arrive, mais en tout cas ils ont été là pendant l'exposition, donc c'est pour ça. Alors oui, il y avait aussi, donc voilà, je disais, il y avait pas d'œuvres dans cette exposition, en même temps si, il y avait des œuvres parce qu'il y avait eu cette performance d'Issa, il y a eu plein de choses qui se sont passées pendant. Et puis c'est un autre article, hein. Et alors il y avait des articles, c'était plus ou moins central parce qu'ils m'ont vraiment donné tout ce qu'ils avaient dans leur archive, mais c'était très bien. Parfois c'est juste une petite brève, mais c'était quand même vraiment parlant. Et la photo avant qu'on voit, Audre Lorde, c'était un documentaire, oui, dont je disais, on a aussi pendant ce programme. Pour ce programme, j'ai fait toute une programmation de films. Donc il y avait toutes les semaines une séance de cinéma et après de discussion. Et ça, qui était vraiment, et pas mal aussi de rencontres, de choses. Bon, bref, voilà, l'exposition était un peu vide, mais bon, l'idée était que comme ça, il puisse se passer aussi des choses et des discussions avec les gens, et ça a marché assez bien. J'étais assez contente de ça, et on a passé ce film, notamment ce documentaire sur Audre Lorde que vous devez connaître, et Audre Lorde aussi parce qu'elle donnait tout simplement, c'est un poème d'Audre Lorde qui donne son titre à l'exposition, qui s'appelait Who Said It Was Simple, qui a dit que c'était simple, qui est le titre d'un poème d'Audre Lorde que
J'aime beaucoup ça. C'est un livre, donc Féministe blanche et l'Empire, qui est un excellent livre, pas très agréable à lire, mais une recherche vraiment exhaustive et intéressante sur cette question du traitement du voile, et qui fait ce lien justement dans le champ politique et sociologique, qui fait ce parallèle avec les cérémonies de dévoilement algériennes. J'ai pas dit ça tout à l'heure, mais voilà, c'est évidemment, on parle pas du tout de la même chose quand on parle de femmes qui étaient obligées de se dévoiler parce que leur frère était torturé pendant l'Algérie française, et quand on parle de représentation, etc., etc. Mais par contre, il y a un héritage en termes de discours, et c'est ça qui est très intéressant, sur notamment ce que disait Viviana tout à l'heure quand elle présentait, sur que ces discours-là sur le voile étaient tactiquement véhiculés par les femmes des généraux, et relever d'une sorte de discours féministe. Et c'est une tactique qui est née à ce moment-là, qui a vraiment été développée à ce moment-là, et qui est renouvelée aujourd'hui. Si vous regardez, c'est vraiment dans la presse féminine qu'on a les discours les plus violents sur le voile, et c'est des féministes occidentales qui ont les discours les plus violents, et vraiment dans cet héritage des discours de Madame Salan, Madame Massu. Et ça, par contre, ce lien-là, il est vraiment historiquement fait de façon très intéressante, politiquement, etc. Et c'est ça aussi que j'ai essayé de faire sans... Donc comment on arrive aux œuvres, hein, voilà, c'est par un lien un petit peu détourné, mais et ça, dire que voilà, le discours contemporain hérite de ça, ça. Et là, on n'a pas montré, mais et peut-être qu'on les verra, j'en sais rien, mais il y a des campagnes en fait photographiques qui avaient été faites, qui à un moment étaient affichées au fronton de l'Assemblée nationale, enfin des lieux politiques importants, qui étaient exactement sur là avec des femmes genre, au moment de Ni pute ni soumise, voilà, les femmes de banlieue, donc des féminismes occidentaux, alors menés par des femmes des banlieues, etc., où elles enlevaient leur voile et mettaient un bonnet phrygien, enfin voilà, donc c'est vraiment une iconographie qui est, voilà, les Mariannes dévoilées qui étaient au fronton. Ça, c'est un discours vraiment qui arrive directement avec une iconographie qui ressemble à ces œuvres d'art. Donc c'est là que je vois des liens. En tout cas, je pense que du coup, quand dans un média on ouvre un Télérama et qu'on voit une œuvre de Boudherbala, machin, on la lit comme une Marianne dévoilée au fronton de l'Assemblée nationale, même si c'est une campagne de l'État, etc. Donc c'est ce genre de lien que j'essaie de faire. C'est comme ça qu'on arrive de ce discours historique, politique à contemporain. Alors là, voilà, je crois que c'est toujours des couvertures, j'ai pas suivi, de livres qui étaient... Ah, alors ça, c'est tout à fait autre chose. Et comment dire, ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, donc il y avait, je vous en parlais tout à l'heure, toutes ces réactions assez vives à l'exposition à Bruxelles Body Talk. Pour les conférences qui ont lieu ensuite, j'ai essayé justement d'adapter aussi le propos et à répondre je recevais aussi beaucoup de mails par rapport à l'exposition, etc. Et donc j'ai fait cette conférence sur justement un petit peu une histoire des représentations du corps noir dans l'histoire de l'art, voilà, notamment beaucoup l'histoire de l'art africain-américain, les reprises de la figure de Aunt Jemima, etc., que vous avez vu au début par des artistes, Karim Owens, etc., les figures d'esclaves, avec cette question en fait qui m'était beaucoup posée par les visiteurs de l'exposition et que je comprends très bien, qui est moi aussi la question que j'avais et le doute que j'avais par rapport à Body Talk. Pourquoi, quand on veut déconstruire une certaine vision du corps, on est obligé d'en repasser par jouer ce corps-là? Pourquoi, si on veut dire c'était mal de regarder la femme noire comme un objet sexuel, on doit repasser par une œuvre ou une performance où à nouveau une femme noire se met nue, ça, qui était quand même une partie du contenu de Body Talk et qui posait beaucoup de problèmes aux visiteurs. Ce que je comprends. Alors après sur ça, il y a des théories dans l'histoire de l'art, voilà, et dans la sociologie qui disent aussi qu'on doit passer par une certaine phase où c'est comme ça qu'on déconstruit aussi les postures, etc., etc. Avec quoi je suis pas forcément d'accord. Et du coup, c'était tout ce débat. Donc, j'avais essayé de faire cette rencontre-là avec le public pour discuter de ça. Alors, c'était vraiment très plus histoire de l'art. C'était vraiment de développer un corpus iconographique en le mettant. On regarde des figures. Donc, voilà, cette Aunt Jemima. Alors, l'autre figure qui était une figure très importante dans l'expo Body Talk, qui était Saartjie Baartman, donc la Vénus noire, hein, la Vénus Hottentote, qui est une femme sud-africaine d'origine khoisan, qui donc, comme vous le savez, était dans les eaux humains, etc., en France, et dont ça c'est une œuvre de Kara Walker, et dont le corps a été rendu à l'Afrique du Sud par la France en 2002 seulement, etc. Donc toutes ces histoires-là, c'était aussi ce que Body Talk voulait brasser, ce que l'expo voulait soulever, mais bon, c'était voilà, ça suscitait beaucoup de débats et donc avec toutes ces œuvres, on a essayé
de réfléchir à ça. Alors ça c'est une performance justement, pas une performance mais un atelier plutôt donné par une jeune artiste activiste que je suis, qui m'intéresse beaucoup, s'appelle Fanny Sosa, qui travaille sur toutes ces questions-là justement et qui elle fait des twerk sessions où justement elle fait des conférences sur l'histoire des féminismes noirs, etc., tout en donnant un cours de twerk en même temps. Voilà, donc pareil, ceci ça m'intéresse aussi parce que c'est un peu ces formes de comment on peut essayer de bouger la forme contenue de l'altitude physique qu'on a en la donnant et que les deux soient un peu plus organiques et un peu plus... Voilà. Encore des œuvres, Lorna Simpson, etc. Et puis, alors, ce qui était intéressant aussi dans cette exposé, c'était du coup un petit peu aussi l'occasion de repartir sur cette œuvre de Kara Walker qui a fait une énorme polémique, surtout dans la presse américaine, mais que vous avez peut-être suivi cette polémique-là, où vraiment c'était cette question-là qui était posée toujours, c'était mais quel sens ça a de reproduire précisément pour que les gens se prennent en selfie entre les deux fesses, cette idée de, voilà. Ça c'est Grace Jones qui, faut pas juste la mettre du côté de la chanteuse pop, etc., qui est une femme très intelligente et que j'aime beaucoup, qui a fait tout un travail qui ensuite en plus a été pompé par tous les artistes, que les artistes sont appropriés. J'aime beaucoup parce que justement elle le fait en étant une chanteuse pop et elle peut dire des trucs incroyables en chantant devant la reine d'Angleterre parce que son statut de chanteuse pop lui permet, mais voilà, qui a aussi toute une pensée très intéressante sur comment le corps de la femme noire est traité et comment elle peut répondre de ça aujourd'hui, etc. Mais ça c'est des photos de Jodie Bieber, c'est une artiste sud-africaine que j'aime pas du tout, qui travaille aussi sur... qui est très 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 connue. Il y a une expo d'elle en ce moment dans l'exposition Après Eden à la Maison Rouge. Il y a cette photo-là, je crois d'ailleurs, l'exposition de Simon Jamy de la collection Walter, qui est censée être la collection qui fait autorité mondiale en matière de... Voilà. Ça c'est Grace Jones, en train de performer, peinte par Keith Haring. Ça, c'est des photos d'Anneli Meoli que j'aime pas du tout non plus. Anneli Meoli sur lesquelles j'ai aussi ça faisait un autre partie de mes recherches. Je travaille aussi justement sur, comme je le fais pour le voile, sur les représentations de la sexualité. C'était un peu le cas aussi de l'exposition à Dakar dans l'art contemporain africain. Hein, voilà. Et Anneli Meoli, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui c'est pas un critère esthétique, c'est pas un jugement esthétique sur ses photographies, mais qui est totalement absorbé par un discours occidental sur voilà, ces photos sont utilisées comme des outils de propagande impérialiste, anti-homophobie. Enfin, c'est un point extrême. Enfin, c'est une ONG à elle toute seule, ou en tout cas, c'est incroyable. C'est vraiment. Et bon, voilà, du coup, c'était un énorme corpus. Ces œuvres. C'est une artiste sud-américaine. Parce que aussi, cette question de à quel point on a introduit est-ce que les artistes latinos, enfin bref, sud-américaines rentrent aussi dans ces questions. Enfin bref, il y avait différents. Je trouve que ça c'est une œuvre de Lorraine O'Grady. Lorraine O'Grady qui est une artiste très intéressante et qui africaine-américaine et qui faisait des performances, notamment cette performance qui s'appelait Miss Bourgeoise Noire qu'elle faisait dans les galeries, voilà, où elle serrait la main, où elle parlait justement beaucoup du statut économique et de comment ça c'est une photo de Tracy Rose qui reprend Sarah Baartman. Tracy a les mêmes origines que Sally Khoisan également. Et oui, et Lorraine O'Grady, voilà, avait vraiment cette étude. Bon, enfin, est-ce que en tant qu'artiste noire, par rapport à cette question de milieu, de combien elle gagnait, etc., c'était vraiment intéressant. Ah voilà, allez, Uncle Ben, c'est Onchelima. Ça, c'est cette œuvre de, comment elle s'appelle, Coco Fusco. Coco Fusco qui avait fait cette œuvre où il était en cage, et c'était censé, il s'était présenté comme étant des vrais natives d'une tribu qu'on connaît pas, américaine et tout, et le public avait vraiment pas compris le second degré, etc. Ils ont documenté tout ça, voilà. Et c'est aussi ce rapport à la cage, il y avait une cage dans l'exposition Body Talk, et voilà, c'était comment les gens comprennent, et ce qu'on peut faire, et c'est aussi la même question un petit peu que sur le voile, comment on peut avoir des discours complexes sur des choses qui sont tellement devenues des iconographies de quelque chose. Voilà. Oui, désolée, c'est la fin. Oui, c'est pas grave, je vais pas vous refaire tout l'exposé sur ça, mais bon, du coup. Et avant, c'était. Qui c'était avant Isolé. Ah, c'est fini? Oui. Ah, bah, c'est pour ça que je t'ai dit. Ah, bah, c'est bon, ça va. J'ai tenu ma.
Bon, bah, c'était... Bon, merci Eva. Je ne sais pas si parmi le public il y a des questions. Allez-y. Allez-y. Moi, j'aimerais juste souligner, parce que je l'ai vu, après tu pourras le confirmer ou pas, c'est pas le cas, qu'autour de l'art africain, il y a eu une manœuvre que je n'hésiterai pas à appeler spéculative depuis quelques temps. Ça, c'est une chose. Ceux qui ne suivent pas peut-être la scène contemporaine tous les jours ne sont peut-être pas conscients, mais de manière assez orchestrée, pour du moins en France, on a fondé depuis 2-3 ans, je ne sais pas combien de prix, je ne sais pas combien de foires. Donc on a effectivement découvert un nouveau territoire de l'art contemporain. On a l'impression qu'on est sans cesse à la recherche d'ailleurs de nouveaux territoires. Il y a eu la Chine à un moment et aujourd'hui l'Afrique est beaucoup dans l'air du temps avec les prix Orisha qui a fait l'objet d'ailleurs de petites polémiques, avec des foires, des expositions. Et en effet, les institutions, ce sont peut-être un devoir aussi pour être vraiment contemporain d'avoir une exposition où on voit des œuvres de la sorte. Donc l'iconographie, elle est assez récente, au moins en France, elle a commencé à se structurer de manière massive, masse publique, au moins dans la presse par rapport à ce que années 90 justement. Oui, mais aujourd'hui il y a eu un retour d'intérêt assez intéressant, d'où effectivement les retours peut-être les impressions négatives que tu as eues quand tu as remis le prix. Après le fait que le marché ait besoin de nouveaux produits, c'est normal. C'est normal et c'est vraiment pas quelque chose sur lequel il m'intéresse de travailler parce que c'est tellement normal que j'aurais rien à en dire, si ce n'est que oui, le marché a besoin de nouveaux produits, on vit dans une économie violemment capitaliste et le marché cherchera toujours de nouveaux produits, bon, d'accord. Mais après, par contre, ce qui me pose plus de problème et ce qui est un petit peu à la base d'un certain nombre de mes projets, c'est pas juste pour essayer d'être en position un peu subversive, etc., c'est que vraiment, par contre, justement, dans le champ artistique, il me semble un gros travail à faire. Parce que malheureusement, le champ du commissariat d'histoire de l'art se cale beaucoup sur ce que le marché définit, ce qui est une chose, qui fait sa vie, et c'est des gens qui ont d'autres réflexions, qui sont gagnés de l'argent et comment, etc. Et je comprends pas comment il peut avoir une telle adhésion et un tel manque de regard critique sur ça. Ça, je comprends beaucoup moins. Et par exemple, alors aussi, avant de me permettre d'avoir ce genre de discours, je fais un peu d'observation sur le terrain. Par exemple, je suis beaucoup allée ces dernières années suivre des séminaires justement de doctorants, notamment à l'HESS, à Sciences Po. Dès que je voyais le sujet un peu voile ou art contemporain du Maghreb, etc., je me tiens au courant sur Internet et je vais assister. Alors généralement c'est très bien, tout ce qui est géopolitique, tant qu'on est dans l'histoire de l'art c'est très intéressant. Et dès qu'on arrive à l'art contemporain, alors on voit donc les œuvres qui sont en effet les œuvres dominantes sur le marché et d'un coup les gens se mettent à avoir un discours d'une indigence totale. Après avoir dit des choses très intéressantes, on voit que c'est des chercheurs, etc. Sur, voilà, là c'est très bien, le voile, parce qu'il faut libérer les femmes du voile, voilà. Donc après avoir entendu ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, j'étais vraiment un petit peu perplexe en fait. Et je me suis mise aussi à travailler sur ça parce que j'étais perplexe, parce que j'en parlais pas avec beaucoup de gens, parce que je trouvais pas beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai publié mon premier article sur ça dans Africada, qui est un médium un peu alternatif entre guillemets, parce que je n'ai pas. Et puis 2 ans après, j'étais invitée là à ce colloque, alors pour le coup hyper universitaire, hyper plein de pointures, etc. À parler de ça à la Villa Médicis, et les gens étaient passionnés. On a discuté des heures après mon exposé, etc. Tout le monde avait trouvé, oui, c'est génial, qu'est-ce qu'ils font tous nos doctorants, c'est des nuls, faut les remettre sur le terrain et tout. Alors, je comprends pas très bien non plus pourquoi, dans ces cas-là, je sais pas. Donc, c'est un peu étrange, mais en tout cas, moi, c'est ça qui m'a motivée à travailler sur ces sujets-là, et je pense qu'il y a plein de sujets de ce genre à traiter, mais c'est un petit peu peut-être toujours la difficulté quand l'objet d'études, difficulté qu'on a tous eu pendant nos études, quand on travaille sur l'art contemporain, à traiter d'un objet d'étude qui est tellement proche de nous et vivant, etc. Ça devient tout de suite beaucoup plus difficile. On a tendance à vouloir le traiter justement en historien de l'art, ou ce que moi je faisais beaucoup au début. Par exemple, il y a de nombreuses choses intéressantes sur tout le travail de ces artistes, en le mettant en regard à la théorie de Saïd, à l'orientalisme, etc. Mais si on s'arrête à ça et qu'on n'applique pas justement même ce qu'a pu écrire Saïd à des problématiques très actuelles, aux problématiques qu'on vit. En fait, faut essayer de voir les sujets de débat qu'il y a sur nos murs Facebook, etc. Et c'est ça qu'il faut essayer de. Et ces questions du voile, ces questions de par exemple. Donc si on fait pas ça, il y a un moment, il y a une façon de parler de l'art contemporain qui reste un petit peu. Mais même dans le champ théorique et des études. Donc c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée, même si parfois du coup ça
peut y avoir des discours, j'ai des positions sur les choses qui peuvent paraître un peu extrêmes ou des rapprochements comme ça qui peuvent paraître un peu aussi indigents d'une autre manière. Mais c'est l'idée en fait, c'est en tout cas de pousser les choses à un point où même quitte à ce que tout le monde dise non, on peut pas te suivre sur ça, mais que ça réfléchisse un peu aussi différemment sur les choses. Mais il y a des questions? Oui. Une question, c'était plus au début de son intervention. Par exemple, une artiste comme Alida Bourriel, ouais. Quand elle fait, est-ce qu'elle a conscience de la réception en fait de sa production? En fait, ce que je disais au début, c'est que c'est très difficile et je voudrais vraiment pas me permettre de parler pour les artistes et aussi de dire est-ce qu'un artiste est sincère, est-ce qu'il est honnête, est-ce qu'il est conscient de ce qu'il fait. C'est pas vraiment mon rôle. Par contre, Alida, avec laquelle depuis j'ai échangé, qui a un travail qui a beaucoup évolué, c'est une jeune artiste, mais son travail a évolué depuis cette œuvre. Vraiment, elle faisait l'œuvre qui était donc, comme vous l'avez vu, comme une sorte de page de magazine avec le texte. Et le texte, c'était donc ce n'êtes-vous pas jolie, qui provient de cette affiche de l'Algérie française. Donc, elle est absolument au courant de cette histoire et elle souhaitait travailler sur ça. Pourtant, elle fait cette image qui Alors, d'autant plus que à un moment, cette image a été exposée à l'Institut des cultures d'Islam, dans une exposition où, pareil, tout le contexte, par contre, qui s'était voulu très, très accessible au public, un peu simpliste, mettait pas du tout ça en perspective. Donc, on avait un discours, oui, les femmes d'aujourd'hui, maghrébines, sont modernes et je ne sais quoi. Et l'œuvre et du coup, c'est plutôt ça qui m'intéresse. C'est quand on a ce genre de collusion entre une image qui en évoque d'autres, qui ont un discours qu'on a déjà en tête, et puis le manque de contenu critique, même si l'artiste seul dans son atelier ou quand vous êtes face à elle et qu'elle vous explique un discours sur ça qui est plus complexe, ça marche pas. Enfin, c'est pas que ça marche pas, mais les œuvres subissent aussi les discours, et c'est vraiment dans ce travail sur le voile, c'est vraiment ça aussi et dans d'autres travaux que j'ai fait, c'est vraiment ça que je veux dire, c'est qu'on subit beaucoup, les œuvres subissent beaucoup les discours. Et même chose pour le postcolonial. Le postcolonial utilisé comme étiquette ou l'art politique, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à des choses que aussi que plus personne ne comprend, qui sont vides. Et surtout là, subissent un discours où on dit qu'elles sont politiques dans ce sens-là. Elles sont politiques dans le sens où elles sont censées libérer la femme, etc. Donc il suffit que l'artiste dise oui, je fais un travail politique. En fait, elle veut faire un travail faisant référence à cette histoire peut-être mal connue de l'Algérie française, mais on va la couper au montage, on va le dire juste je suis politique, et puis on dira qu'elle a fait. Il suffit de voir, par exemple, ce qui s'est passé avec Majida Katari pendant la FIAC. Elle a fait une action, comme elle fait depuis des années, qu'elle avait fait au Beaux-Arts, à la FIAC, avec des burkas, etc. Il y a eu des interviews à la télé, à la radio, j'ai interviewé des galeristes de la FIAC, qu'est-ce qu'elles en avaient pensé, etc. Un tout petit bout de ce qu'elle avait dit elle. Majida, elle a un discours qui, je pense, marche pas trop par rapport à l'esthétique, etc., qui est pas bien construit, mais qui se veut critique par rapport à ça. Qui se veut justement, qui se veut dire ce que j'ai dit ce soir. Mais quand on voit en partie en tout cas, mais quand on voit ce qui est passé à la télé, le bout qui est passé à la télé de ce qu'elle a dit, de ce qui s'est passé, on n'a absolument pas ça. Donc c'est plus ça, et c'est plus du coup la conclusion, c'est plus peut-être simplement cesser de produire de l'iconographie. Alors si je devais dire quelque chose aux artistes qui va dans ce sens-là, à partir du moment où elle marche pas, il faut aussi quand même par contre avoir une sorte de responsabilité. Ça, j'aime pas vraiment le dire ici, c'est une discussion que j'aurai avec des gens personnellement, mais il faut comprendre aussi ça, et peut-être il faut cesser de participer à une iconographie qui a un impact, en tout cas sans changer le discours. Voilà, ou c'est que la forme convient pas, ou je sais pas, à un moment il y a quand même quelque chose qui marche pas. Si l'artiste ne veut pas dire ça et que son œuvre est prise comme ça, c'est même quelque chose qui va pas, même pour l'artiste. Donc c'est entre guillemets, c'est du mauvais travail, même pour l'artiste. En termes tout artiste depuis la nuit des temps, l'histoire de l'art, veut que son discours soit clair en voyant son œuvre. Donc même juste si on parle en termes esthétiques, il y a un problème. Et d'ailleurs, je pense souvent c'est des œuvres qui ont des problèmes, mauvaises œuvres. Voilà, moi personnellement, je n'ai aucune compétence par rapport aux études postcoloniaux, mais c'est vrai que je trouve que dans la démarche d'Eva, il y a au moins
il y a on pointe du doigt quelque chose de très important, et c'est les manques cruels de théorie et des critiques de la réception de l'art contemporain. Parce que peut-être ça ne profite à personne aussi de l'affaire. On a tendance à ne pas s'interroger sur quel est le public de l'art contemporain, très restreint, dans les galeries au quotidien. Quelle est sa provenance sociale aussi, très sélectionnée. Quelles sont les catégories que ces gens partagent en tant que élus qui vont fréquenter ces milieux, et qui sont des catégories qui se greffent sur les œuvres et qui ont tendance effectivement à les digérer, ou en tout cas à les réduire, qui crée un système de connivence qui marche très bien, c'est-à-dire qu'à partir du communiqué de presse jusqu'à la réception, tout le monde est d'accord sur une simplification qui profite un peu tout le monde, y compris les marchés, et même en priorité les marchés. Donc c'est vrai qu'au-delà des études postcoloniaux, il y a des tas d'iconographies qui sont liées aux provenances géographiques, mais pas que, aussi à des formats d'action, la théorie des multimédias, des plurimédias. Alors tout le monde aujourd'hui est censé savoir faire tout, de la photo, de la vidéo, tout. Donc effectivement, il y a des scléroses dans les milieux qui sont résorbées par les discours, et donc effectivement ça devient un espace ambigu de flottement entre l'intention de production et l'intention de réception. Donc on se situe, on a du mal à voir quelle est l'origine du dysfonctionnement, mais en tout cas il y en a quelque part. Donc c'est du côté de la simplification, du côté de la lecture univoque, tous ces genres de problèmes. Question. Passe systématiquement par le fait de rejouer ou remuer ce corps. Pourquoi passerait-elle le plus souvent par... Ouais. Et à ton avis, pourquoi? Parce que moi, je me la pose cette question quand je vois votre cours, quand je vois... Moi, je me la pose cette question, et mon avis très personnel, c'est que c'est pas une bonne idée de faire ça. Mais notamment quand j'ai fait ces recherches, donc après que BodyTalk est ouvert, là, toutes ces images que vous avez vues de différentes œuvres, et chercher à chaque fois, essayer de trouver des interviews des artistes, pourquoi elles avaient fait ça, pourquoi elles avaient senti le besoin de repasser par cette phase, etc. Et même en discutant avec les artistes de BodyTalk de pourquoi elles sentaient le besoin de refaire ça. Alors après, tout de suite aussi, dès qu'on est des individus comme ça, c'est très difficile d'avoir un jugement, mais j'ai l'impression que ça paraissait à beaucoup de gens, en effet, une sorte de réelle solution. Subjective, enfin personnellement cathartique, j'en sais rien, etc. Et j'ai un peu suspendu mon jugement à cet exposé. C'est un peu fini sur une question justement. Après on a débattu comme ça avec le public, mais je me suis aussi contentée de faire un exposé très histoire de l'art parce que j'avais pas de réponse. Et puis voilà, je ne sais pas. J'avais un peu ces deux choses. J'avais vraiment tout ces témoignages de gens qui disent ça a fait du bien de faire ça, qu'elles vont continuer à faire ça jusqu'à la fin de leur vie, qu'elles ont l'impression qu'elles ont besoin de faire ça, que c'est un moyen pour elles de dénoncer la violence et de lui montrer qu'elles n'en voient pas d'autres, que c'est mieux que justement de passer à autre chose entre guillemets, de faire des œuvres, et qu'elles ont besoin de l'incarner sur leur corps ou dans le corps de quelqu'un d'autre, etc. Et puis en même temps, moi j'ai vraiment cette chose qui sort de moi qui dit mais non, faut pas faire ça, faut arrêter de faire ça, pourquoi on refait, pourquoi on se remet dans cette position de victime, pourquoi? C'est aussi les questions que je pose dans le texte du catalogue de BodyTalk, mais sincèrement j'ai aussi encore beaucoup de mal à y répondre. Parce que même en regardant vraiment toutes ces œuvres, j'ai vraiment une affection pour certains. Il y en a qui me paraissent faire ça de façon intéressante et... On cherche le second degré finalement. Et en fait, on voit qu'il y a une forme d'assujettissement qui revient. C'est ça. Et du coup, je passe à côté et je me dis quelle est la raison. Sincèrement... J'espère que l'année prochaine, j'en reparle et j'ai des idées, mais là, j'en ai pas. Mais est-ce qu'il y a une forme d'humour que tu peux trouver? Dans certaines, oui, évidemment, beaucoup, notamment chez les africaines-américaines, mais qui aussi ont un rapport à ces questions différents. Chez les artistes africaines, non. Enfin, non. Mais après, il y a un rapport, par exemple, chez Tracy Rose. Bon, pour moi, c'est très différent chez Tracy que chez Valérie Oka, quoi. Pour moi, chez Valérie Oka, il y a une sorte de pur opportunisme, entre guillemets, à quelque chose qui est à la mode et qu'elle a fait de façon un peu simpliste, etc. Chez Tracy Rose, il y a une vraie... Tracy, elle dit qu'elle entend les fantômes de Sarah lui parler, et en effet, enfin, c'est quelqu'un de totalement mystique, un peu possédé, etc. Elle dit qu'elle n'a pas d'autres... Enfin,
Et en effet, pour passer plusieurs jours avec elle, elle a des moments où elle est possédée par... ou en tout cas elle le joue, mais voilà. Et elle dit qu'elle n'a pas d'autre moyen que faire ça, et que c'est pour ça qu'elle est artiste, et qu'il a fallu qu'elle incarne Sarah Baartman, et qu'elle en fait une photo, et qu'elle vit de ça, etc. Et je peux pas avoir le même regard sur ça que sur Valérie, par exemple. C'est tout ce que je peux répondre. Justement, c'est un peu ce que tu disais. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que dans l'art contemporain, on assiste à un truc complètement insensé, parce que l'art contemporain s'est construit en rejetant l'école classique de l'art qui était concentrée sur l'aristocratie et ensuite la bourgeoisie. Et moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que n'importe qui, la plupart des gens, quel que soit leur origine sociale, pour résumer, sont à même de comprendre la peinture classique, par exemple, la sculpture, etc. Voilà, parce que c'est des codes qu'on commence à acquérir comme par l'école, notamment. Mais face à l'art contemporain, il y a un grand néant. C'est-à-dire qu'il faut avoir, c'est mon impression, il faut avoir une certaine, avoir vraiment des connaissances. C'est un idiolecte. Voilà, assez poussé pour comprendre la plupart des œuvres contemporaines. Et ne serait-ce, les gens ont besoin d'une légitimité sociale pour entrer dans un lieu d'art contemporain. Ici, c'est un problème. Toi, est-ce que ce sont des questions que tu poses? Moi, après, j'ai jamais eu vraiment ce regard-là sur enfin, comment dire, je vois tout à fait ce que tu veux dire, et je pense que il y a un petit peu deux problèmes. Enfin, ce avec quoi je suis d'accord, et ce qui me semble en effet un peu un problème aujourd'hui dans comment l'art contemporain est montré, médiatisé, etc., c'est qu'on est vraiment dans des, comment dire, dans des canons, enfin dans des formes où tout l'autour des œuvres mêmes, que ce soit, je parlais tout à l'heure de typographie, du graphisme, mais aussi de la scénographie, etc. Et ça, c'est aussi une chose sur laquelle je travaille. Alors, d'une façon postcoloniale, justement, en me posant la question de pourquoi une exposition, même quand elle est présentée à Abidjan, doit forcément ressembler à une exposition, qui est les questions qu'on peut se poser aussi sur la gentrification des quartiers, pourquoi tous les quartiers dans le monde, enfin, c'est une question pareille, un peu plus large, qui dépasse l'art contemporain, mais ça, c'est une question même qu'on peut se poser en France, pourquoi une exposition doit absolument ressembler à une autre sur tous ces critères qui sont un peu en quelque sorte des critères extérieurs, et qui sont en fait des critères de légitimation. C'est ce qui donne visuellement, et je pense qu'au-delà même du contenu des œuvres ou de la forme qu'elles ont, parce que ça après voilà, c'est une histoire de l'art qui a suivi, on a eu la vidéo, on a ici, on a eu ça, donc après ce qu'est la forme aujourd'hui, la forme est plus ou moins éclatée, bon, ça c'est pas une chose qui m'intéresse spécialement. Je trouve que oui, en effet, on va dans un lieu d'exposition, il y a plus que de la peinture, bon, entre guillemets évidemment. Par contre, je suis beaucoup plus gênée par cette façon qu'on a de montrer, de dire les choses, qui doit respecter comme ça certains critères pour être donné aux gens, qui me paraissent souvent qui obscurcit beaucoup l'accès aux œuvres, au-delà même du fait qu'elles soient plus de la peinture, qui me semble vraiment pas être le problème. Moi, je suis rentrée dans l'art contemporain par la vidéo, qui est quelque chose qui, au contraire, quand j'étais jeune et que j'allais voir des expositions, alors que j'avais pas une famille spécialement qui s'intéressait à ça, mes parents justement avaient plutôt un discours genre oh là là, pourquoi il y a que des vidéos dans les expositions, on comprend plus rien, c'est nul et tout. Et moi, je suis rentrée dans la vidéo parce que j'ai jamais eu de télé chez moi, et j'étais fascinée dès qu'il y avait une image en mouvement, et je suis rentrée dans l'art contemporain comme ça. Donc parce que devant une vidéo, je restais, et finalement, je restais plus longtemps devant une vidéo que devant une peinture, que devant n'importe quoi d'autre, et je regardais une vidéo jusqu'au bout, et j'étais fascinée par le fait que ce soit grand, que ça bouge et qu'il y ait du son, enfin vraiment très basiquement jeune. Et j'ai commencé, j'ai fait mon master sur ça et sur la vidéo, etc. Donc je trouve pas vraiment que ce soit les formes qui posent problème et le fait qu'on ait changé de médium, etc. Sincèrement. C'est pas ce que je disais, c'est pas par rapport aux formes, c'est plutôt, c'est un exemple. Ouais. Mais qu'est-ce que tu dis du coup, l'accès, la légitimité? Non, c'est le type de public. C'est le type de public, quand tu vois, c'est quel public on vise, comment on amène justement les gens à aller voir des expositions. Ouais. La question de la compréhension aussi. Bah ça, une première chose, c'est que déjà la plupart des commissaires d'exposition, sincèrement,
c'est pas qu'ils s'en fichent, même si on peut le dire comme ça, mais elles n'ont pas vraiment le temps de penser à ça. Et et concentrent pas leur énergie à ça du tout, parce que pour un commissaire d'exposition qui marche un peu bien et qui a du travail, etc., aujourd'hui, vu comment on travaille, il a juste pas le temps et il fait des expositions, il concentre toute son énergie sur l'avant et ensuite l'exposition ouvre et en quelque sorte pour lui c'est la fin de l'exposition, quoi. Et comment le public va vivre ça, va le voir et tout. Moi, je connais très peu de commissaires qui savent ce que pensent les gens de leurs expos, sont là ensuite, restent dans les salles. Moi, pendant l'exposition à Dakar, j'étais là tous les jours. Du coup, j'ai décalé. Moi, j'ai descendu mon bureau que j'avais dans la résidence. J'étais tous les jours dans l'exposition. Je voulais absolument voir ce qui se passait. J'ai fait des choses toutes les semaines. C'est depuis le début que je fais ce métier, ma temps étranger, quand on faisait les permanences et tout, ça m'a toujours semblé là qu'il se passait quelque chose, quoi. Que tu comprenais aussi ce qu'il ne fallait plus faire la prochaine fois. Body Talk, pareil, j'étais là tout le temps. J'ai essayé pour justement adapter ce qu'on allait faire pendant le programme de conférence aux réactions que j'entendais. J'ai laissé mon mail, etc. Je laisse aussi par exemple toujours mon mail aux personnes qui font les visites guidées. Parce que c'est eux qui reçoivent en fait, c'est eux qui ont les réactions directes, c'est eux qui ont même un peu les gens pas contents, qui font pas la visite guidée mais qui passent derrière et qui disent et je leur demande de me dire aussi ce qui se passe pendant une expo, etc. Mais bon, ça c'est du travail, c'est du travail qui est pas dans ton salaire de commissaire, etc. Et je pense que si juste beaucoup de commissaires le font pas, et voilà, les institutions font leur programmation. Après les textes, c'est pareil. C'est généralement qui écrit les textes qu'il y a dans les. Enfin, c'est tout le système qui veut ça. C'est un système qui cherche pas la qualité, le contact, mais plutôt les textes. Les textes, ils sont des résumés écrits par des gens qui sont pas payés, qui ont pas le temps et qui machin. Enfin. Ensuite, beaucoup de choses sont données comme ça, avec une sorte de pauvreté, parce que tout est donné mal, enfin vite. Après, pour moi, il y a un problème dans la production discursive. Il n'y a jamais eu autant de discours. Oui, à mais niveau quantitatif, il n'y a jamais eu autant de discours autour de. Oui, mais quel discours, quoi. Non, mais justement, mais à niveau quantitatif, il y a énormément de discours qui devraient faciliter l'accès, mais qui est conçu pour ne pas le faciliter l'accès, parce que ça parle un langage qui est fait pour des groupes précis. Ouais. C'est-à-dire que. Mais je ne sais même pas si les groupes précis comprennent ce langage-là. Enfin. Mais après, les groupes sont censés montrer qu'ils les comprennent, en tout cas, même s'ils ne le comprennent pas. Moi, je vais exposer un problème tout bête. Quand j'emmène mes petits cousins ou même mes parents à une expo d'art contemporain, d'abord, ils n'ont pas envie d'y aller. Ouais. Et quand ils en sortent, voilà, ils sont pas touchés parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne saisissent pas. Et puis après, on va en parler. Et je dis, mais attends, c'est le message, c'était ça, l'intention, c'était ça. Dans le contexte de l'époque, c'était quand même un truc énorme. Et là, ça commence parce qu'ils ont des clés de compréhension. Et je trouve que ça devrait être le travail du commissaire d'exposition. Je suis d'accord. De donner ces clés de compréhension. Et je pense que c'est quasiment jamais là, quoi. C'est-à-dire que quand tu vas voir une expo d'art contemporain, si tu n'as pas un bagage culturel énorme, tu comprends rien et donc ça ne sert à rien. Non, mais je suis en partie d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça que je préfère faire des workshops que des expositions. C'est vrai que c'est génial ce qu'ils m'ont proposé à Beton Salon, parce qu'ils me payent pour parler de leur exposition avec des gens pendant 4 mois et ne pas avoir fait l'exposition que j'aurais bien du mal à faire, parce qu'une exposition sur le désastre, etc. Voilà, et que vraiment non, mais je trouve que c'est très compliqué. Tu vois, je disais par exemple l'exposition en Allemagne, là j'en suis un peu frustrée parce que ça c'est la grosse expo avec des grands artistes, un gros catalogue. Mais là je suis partie d'Hambourg il y a une semaine, je vais pas y remettre les pieds. L'expo elle est ouverte jusqu'en mars. C'est absolument pas ce qui va se passer là-dedans. Et entre mes intentions de départ quand j'ai écrit cette exposition avec Koyo et ce qu'elle est l'exposition aujourd'hui, je vois moi-même que quelqu'un qui passe dedans, qu'est-ce que ça peut lui faire, franchement, de voir ça. Mais vraiment, je le pense moi-même. Mais l'exposition porte parce que l'exposition porte ça s'appelle Streamline, et c'était une exposition vraiment liée au port de Hambourg sur cette question des migrations qui ça à 3 ans n'était pas autant comme ça là, une question d'actualité et de crise, etc. Mais c'était un peu le sujet de cette exposition, pareil en évoquant l'histoire coloniale et ce qui se passait aujourd'hui et qui allait se passer comme ça se passe ces derniers temps. Mais c'est devenu une exposition extrêmement froide et vraiment très de posture sur la question, et j'en suis triste, mais c'est comment marche les choses aujourd'hui. On te laisse pas le temps, c'est pas pour ça qu'on te paye, c'est pas ça qu'on te demande, c'est pas ça l'intention veut de toi. Enfin, plus ton texte, on te fait refaire les textes pour qu'ils soient plus bêtes qu'ils ne le sont, et encore plus bêtes qu'ils ne le sont, et toujours plus bêtes qu'ils ne le sont. On veut pas que tu viennes. Qu'est-ce que vous faites là dans votre exposition tous les jours?
c'est pas ce que veulent les gens. Les vernissages VIP à chaque fois, c'est tragique. Moi, après, je pleure pendant 3 jours. Je suis obligée d'expliquer l'exposition à des gens qui sont là. Ah, c'est génial, je vais acheter ça. J'ai aussi une organisation humanitaire. Je travaille dans la mode, je donne des vêtements aux petits Africains. Ça vous intéresse? Non, ça m'intéresse pas. Enfin, c'est à ces gens-là qu'il faut qu'on parle. C'est à ces gens-là qu'on doit consacrer notre énergie, notre discours à expliquer nos expositions. En même temps, c'est eux les gens qui financent les musées sans lesquels on n'aurait pas de salaire. Enfin, la chose c'est juste le public qui vient comme ça librement dans l'exposition. C'est pas le public qui participe à l'économie. Les tickets d'exposition, ça représente rien. On s'en fout de vous. Vous allez faire une exposition, on s'en fout. Vous ne viendrez pas. C'est pareil. La preuve, c'est qu'un centre d'art comme le centre d'art pour lequel je travaille à Dakar, il n'y a pas de public. Et c'est un gros pouvoir aujourd'hui, ce centre. On nous commande des expositions dans le monde entier. Il n'y a pas de public. Dans les galeries, il n'y a pas de public. Justement, par rapport à ce que tu disais, Sarah, sur fournir les clés de compréhension, j'ai l'impression que, entre cette division semblable entre solidarité personnelle et l'institutionnalisation par des structures, soit publiques ou privées, l'idée c'est de faire passer la clé de compréhension par des voies sécurisées, parce que on ne peut pas prétendre que qu'on peut donner la clé par un moyen institutionnel sans que les intérêts institutionnels ne soient pas impliqués. C'est-à-dire que c'est pour ça que la question économique est aussi importante. C'est-à-dire que dès que on essaye, parce que si on doit adresser un public plus large, on doit simplement faire en sorte que la chose soit plus compréhensible dans moins de temps, dans moins d'espace, tu vois ce que je veux dire? Et donc pour ça, ça rentre ensuite du coup dans un certain processus d'industrialisation de l'œuvre d'art, qui soit de l'œuvre d'art, soit de sa diffusion et de son assimilation. Et ça c'est un truc parce que j'en entends parler assez souvent dans le commissariat de l'exposition de ce problème justement, comment faire communiquer ces clés tout en donnant un accès à un public large et à la fois faire en sorte que ça passe par des voies sécurisées où les intérêts financiers des institutions qui sont sûrement différents de celles du public, et ça c'est sûr et certain, soit mis en avant, quoi. Mais justement sur cette question, une chose toute bête, si ça ne m'a pas échappé, pour les expositions, Eva, que tu nous as montré, comment ça se passe justement pour le financement de ces expositions dans les structures comme là, ça dépend. Quand c'est dans... là, par exemple, Body Talk ou Streamline, c'est des expositions dans des institutions occidentales, donc qui ont des financements propres, qui sont des structures qui ont... Parce qu'on est dans des pays où il y a de l'argent qui va aux institutions. Et puis qui ont, alors notamment par exemple pour la Belgique c'est le cas parce que le financement public est assez restreint, c'est ce qui est un peu moins le cas par exemple pour le lieu en Allemagne où c'était un gros financement public pour l'expo par exemple, mais ensuite il faut faire financer avec des financements en privé, donc qui sont liés à des mécènes etc. Et ces mécènes, c'est... Vous imaginez quel genre de gens c'est, et la communication, en tout cas le gros aussi de la communication qu'on voit pas quand on est le public des institutions, il faut faire des cartons hyper chics qui pèsent 3 grammes pour ces gens-là, il faut faire des cocktails, des vernissages la veille du vernissage même pas public parce que pas ouvert au public, mais du vernissage, en ville on a fait 3 vernissages. Donc c'est énormément de l'argent des institutions qui va à tout ça bien sûr, et c'est parce que c'est les gens qui payent les expos et les gens qui travaillent dans les institutions, et voilà. Après pour une institution comme RO qui est à Dakar, c'est intéressant aussi parce que c'est une partie aussi de pourquoi le lieu est totalement soumis à finalement des décisions qui sont prises en Occident, etc. Parce que le lieu dépend d'argent qui vient de la Norvège, de l'Allemagne, alors il y a aussi de l'argent propre, et c'est important à dire de Koyo, la directrice, qui a acheté cette maison avec son argent, etc. Mais sinon l'argent vient
Voilà, donc là on fait des dossiers de financement pour encore autre chose. Le Euro va devenir aussi une école, va réouvrir en octobre et devenir aussi une école. Et on fait des dossiers de financement par exemple là, vers les États-Unis. Enfin, voilà, donc, subventionne parce que ça fait partie de l'europolitique de se dire on subventionne en Afrique. Non, c'est un peu, exactement. C'est très chic de dire qu'on subventionne quand même un centre d'art en Afrique. Donc ça c'est aussi des choses qu'il faut avoir en tête et ça change du coup la langue de la communication parce qu'on écrit tous les dossiers en anglais, on écrit les communiqués de presse en anglais. Il faut que la communication soit accessible à des anglophones. Enfin voilà, c'est tout marche comme ça. Tout marche comme ça, c'est pas du tout libre, moins de décisions. Et vraiment, ça, c'est violent à dire, mais le public de nos expositions, mais ça devrait être le cadet de nos soucis si on suit. Il y a quand même beaucoup de médiation dans l'art contemporain. Moi aussi, je travaille pour un centre d'art qui a très peu de visiteurs. Il faut quand même dire qu'il y a énormément de moyens mis pour la médiation, la visibilité, il y a quand même un accompagnement. Et quand on cherche à savoir ce que les œuvres contemporaines veulent dire, moi j'ai l'impression qu'il y a des discours du concert d'exposition qui tissent la trame de l'exposition, mais après l'art contemporain, c'est aussi beaucoup de liberté. Oui, c'est ça aussi qui est une richesse. Bon, alors moi, la médiation, je suis assez dubitative, mais oui, ça existe. Parfois, on se pose la question de ce qui reste au-delà de la médiation, c'est ça qui est un peu problématique. Sauf quand l'œuvre n'a pas de discours, en tout cas. C'est un peu un doute. Pourquoi tu es dubitatif? Parce que déjà, par exemple, dans comment elle est... Déjà, quand je fais une exposition, il y a un moment comme ça où on me demande de former les médiateurs ou les guides. J'ai 1 heure. Enfin, en tout cas, ça a souvent été le cas. Et je suis censée leur faire une visite un peu au pied levé. Et voilà, enfin, c'est pareil. C'est quelque chose dans lequel il y a de l'argent qui est mis, mais il faut voir comment, à quel niveau. Et je sais pas. Je suis pas. Alors après, c'est pareil. Il y a des lieux différents et tout. Et parfois, ça marche plus ou moins bien. Mais et puis il y a aussi en effet cette chose un peu, ce que tu dis, entre le discours du commissaire et puis la liberté qu'ont les œuvres. Et c'est pour ça aussi que je trouve que la médiation est souvent un problème, parce que moi souvent je suis assez un petit peu peinée d'expliquer en 1 heure, 10 minutes pour chaque œuvre ce que moi j'en ai pensé, qui n'est vraiment que ce que moi j'en ai pensé, ou que j'ai dû écrire dans le cadre de ce qu'a été le sujet qu'on m'avait commandé pour cette expo, et puis ce qu'en fait peut-être le médiateur aurait envie d'en dire. Et c'est très dur à la fois, parce que les gens sont quand même là avec leur carnet, si il nous faut, on va te faire la visite à partir de demain et tout, et puis leur dire oui mais comment vous allez gérer justement votre liberté, en parler, etc. Enfin je sais pas, c'est pareil, on a juste pas assez de temps, moi j'aimerais pouvoir passer beaucoup plus de temps avec ces gens-là, créer justement cette distance entre mon discours et les œuvres, qui aient le temps de le sentir, qu'eux-mêmes aient aussi plus de temps et quelque chose de plus, parce que j'ai fait de la médiation plus jeune pour gagner ma vie, et franchement j'avais pas envie de bien le faire, parce que vu comment j'étais traitée, payée, etc. Voilà, donc enfin bref, il y a toutes ces choses-là aussi, et du coup je trouve qu'au final, et souvent en effet on a l'impression que les médiateurs récitent un peu le discours du commissaire, qui du coup paraît extrêmement totalitaire et conditionné, souvent en plus pas forcément bien restitué, et qui devient du coup que cette chose hyper restrictive, lesquelles les gens se reconnaissent pas, ou que les gens ne reconnaissent pas en voyant en effet les œuvres, et voilà. Moi, je sais pas s'il y a une frilosité, si ça vient des gens, ce machin. Je pense pas beaucoup ça. Je pense pas que je pense qu'il faut pas vraiment dire ça. Je pense qu'il faut toujours voir plutôt le problème du côté justement des gens qui font, et de comment on gère ça, et plutôt que de penser que c'est juste que les gens n'y arrivent pas. Je sais pas. J'ai pas vraiment cette vision là. Il y a une vraie peur de l'art contemporain, et quelque part aller voir des expositions au Louvre, c'est peut-être plus rassurant, parce qu'on essaie de voir des chefs-d'œuvre. Oui, il y a peut-être un doute sur le fait même que justement on voit une histoire de l'art en train de se faire, et qu'on peut pas dire qu'est-ce qui est déjà un chef-d'œuvre. Ça, c'est vendu comme quelque chose en tout cas. Et c'est oui. Alors ça, par contre, ce que je comprends, et qui sûrement aussi est un peu une angoisse et un des dégoûts que moi j'ai personnellement aussi quand je fais des expos, c'est qu'on a vraiment un petit peu cette impression du tout relatif, du tout pour être. Et ça c'est aussi. J'en discutais le jour parce qu'on parlait des jeunes artistes qui sortent des beaux-arts, etc. Et puis un peu de ce dégoût qu'ils ont parfois, de justement mais pourquoi lui et pas moi, pourquoi machin, etc. Comment on devient un artiste connu, etc. Et c'est vrai que quand on voit ce qu'il y a dans les expositions parfois, ou comment travaillent certains artistes extrêmement reconnus, c'est un peu inquiétant pour un jeune artiste, quoi. En effet, quels sont les critères, etc. Bon, il n'y a pas vraiment de réponse
sur ces questions-là, etc. Et on peut vraiment dire tout ce vaut. Et je pense que c'est justement à partir du moment aussi, c'est pour ça que même si c'est très vite et facilement critiqué, ce truc de le commissaire avec son discours, etc. Mais si je pense le métier de commissaire est un métier fait vraiment avec sérieux et qualité, ça a un vrai rôle justement sur ça. Et j'y crois en fait. Je passais par quelques phases où je me suis dit je vais juste changer de métier quand j'ai vu ce que c'était en commençant, mais maintenant je me dis que non, que enfin, au contraire. Enfin, mais c'est pas facile. On a vraiment tout contre soi, quoi. Je vous libère. Mais merci beaucoup d'être venu. Oui, c'est bon, il est. Merci Eva. Merci à toi. Merci. Hein. Oui, et merci aux collègues organisatrices du